Ici, Alger, Europe numéro 1. Alger vit dans une sorte de fièvre. L'Algérie est au bord de l'abîme. 3 attentats terroristes ont été commis. Les 60 ans des accords d'Évian. Pauline Jacot. 1er novembre 1954, sur le sol de l'Algérie coloniale, un groupe encore inconnu, le Front de Libération Nationale, le FLN, se prépare à passer à l'action. Entre minuit et 3 heures du matin, il y aura 70 attentats, 7 morts. La France ne le sait pas encore, mais cette nuit-là marquera le début de 8 ans d'insurrection indépendantiste, 8 ans de révolte, 8 ans d'attaques, de répression, de torture, de traumatisme, 8 ans d'histoires douloureuses, passionnelles, dont les plaies sont aujourd'hui toujours ouvertes et d'une actualité permanente. 1er novembre 1954, la guerre d'Algérie est déclarée. Ici, Alger, Europe numéro 1. Épisode 1, l'embrasement. En Kabylie et dans le Constantinois, les attaques, les sabotages se multiplient. François Mitterrand, le ministre de l'Intérieur, prône le recours à la force en janvier 1955. Un mois plus tard, les événements en Algérie, comme on dit à l'époque, font chuter leur premier gouvernement. Pierre Mendès France démissionne. Je ne cache pas mon émotion. Je ne cache pas non plus ma peine. Non pour moi, bien entendu. Mais parce que je crois que l'entreprise à laquelle s'était attaché le gouvernement que je présidais était bonne pour le pays. Et que je regrette qu'elle soit maintenant interrompue. En tout cas, je suis sûr que ce qui a été entrepris par ce gouvernement ne sera pas perdu et je souhaite de tout cœur que le gouvernement de demain poursuive ce que nous avons commencé parce que ce que nous avons fait, c'était pour le bien du pays. L'été suivant, au mois d'août 1955, des émeutes éclatent dans le nord constantinois. Côté européen, le bilan est donné à l'unité près, 123 morts. Côté assaillant, la répression de l'administration coloniale est terrible. Elle aurait fait de 10 à 100 fois plus de victimes. Jacques Soustelle est à ce moment-là gouverneur général d'Algérie. Il n'y a d'ordre durable que si la force est mise au service de la justice et de l'humanité. Quoi qu'on dise, quoi qu'on prétende, 2 communautés ethniques et religieuses distinctes mais associées, ancrées côte à côte par l'histoire sur ce sol, doivent vivre ensemble. Il n'est pas humainement concevable que l'une élimine ou extermine l'autre. Il n'est pas conforme aux impératifs de notre temps que l'une domine l'autre. Il faut, en dépit de tout, qu'elles coexistent l'une avec l'autre et qu'elles retrouvent la paix dans l'égalité. Les élections législatives de 1956 voient la victoire du Front républicain. Guy Mollet nomme le général Catroux à la place de Jacques Soustelle. Pour les Français d'Algérie, c'est un très mauvais signal. Catroux est perçu comme libéral, le symbole de l'abandon, tout l'inverse de Jacques Soustelle qui, lui, n'a jamais voulu négocier avec les rebelles. Il quitte l'Algérie. Dans la foule, Charles Finalteri est présent pour Europe 1. Ici, Alger. Depuis qu'a été connue officiellement mardi soir la nouvelle de son départ, depuis ce temps-là, Alger vit dans une sorte de fièvre. Aujourd'hui donc, alors que nous nous trouvons sur le terre-plein de la gare maritime et que des milliers et des milliers d'Algérois sont massés sur les rampes qui dominent cette baie que vous connaissez peut-être et qui est magnifique, malgré le temps légèrement menaçant, depuis 11 heures ce matin, sans cesse, les Algérois se sont marchés sur le parcours et maintenant, au point final de rassemblement, c'est-à-dire sur ce terre-plein de la gare maritime. Le gouverneur général vient de pénétrer maintenant dans l'enceinte de la gare maritime, tandis que les clairons résonnent et que la foule scande Soustelle avec nous. Les gens maintenant agitent drapeaux, agitent chapeaux, foulards, les applaudissements crépitent de toutes parts. Le ton monte dans les cris à l'adresse du gouverneur. On voit par-dessus la foule, je vois des mouchoirs blancs, je vois des chapeaux. Véritablement, c'est aujourd'hui une manifestation, comme je dois le dire, de mémoire d'Algériens. Je n'ai encore jamais eu l'occasion de voir. Là-bas, dans le fond, des étudiants, des anciens combattants ont pris à bras le corps M. Jacques Soustelle, l'ont monté sur un tank. Je me demande si même il pourra arriver jusqu'à nous, car nous nous sommes mis près de la petite porte d'honneur par laquelle il doit passer pour se rendre à bord, au premier étage, à bord de l'El Djezaïr. Sur le pont du paquebot, il salue la foule. Le 2 février 1956, Jacques Soustelle regagne la métropole. 4 jours plus tard, sous une pluie de tomates, le nouveau président du Conseil, Guy Mollet, entre dans Alger sous les yeux de Charles Zanettacci. Voici maintenant la de l'AE du président du Conseil. Monsieur Guy Mollet descend.
pâle. Il est précédé d'une centaine de journalistes environ, qui sont tous assez mal à l'aise si j'en juge par leur physionomie. On jette des pierres sur le président du Conseil, des pierres volent, et le président du Conseil reste impassible. Une pierre vient d'ailleurs de m'atteindre au genou. Devant moi, une vieille dame qui est assise, protégée par un agent de police, et les bâtons, les morceaux de bois, des branches volent sur les CRS. Et le président du Conseil monte impassible le marche du monument aux morts. Je vais le suivre. Cette première super journée à Alger s'annonce, comme vous le sentez, extrêmement mouvementée. La foule siffle, elle hurle, elle jette des morceaux de fer sur les CRS. Guy Mollet est à l'abri, choqué, entre les murs du palais d'été du gouvernement général. La fumée des grenades lacrymogènes envahit les rues d'Alger. Je peux difficilement parler, mais tout de même, je peux vous dire que les CRS sont en train de charger les manifestants qui les ont littéralement lapidés. Ils ont des masques, des cailloux pleuvent des fenêtres, des terrasses. Les CRS continuent de charger. Non, laissez-le, c'est un gosse. Laissez-le, c'est un gosse. On vient maintenant de vouloir molester un gosse et un inspecteur de police en civil s'est interposé. Et les cailloux continuent de tomber. Des cailloux, des oranges, des vieux bidons, enfin tout ce qu'on peut imaginer de contendant. Les CRS remettent leur masque, tandis que, personnellement, je m'excuse d'être obligé de me retirer, je ne peux absolument plus parler, et même plus voir car je pleure. Oh là là, c'est plus possible de parler. On assiste à des scènes d'une incroyable violence, tandis que absolument toutes les rues sont remplies de gaz lacrymogène et que l'atmosphère devient absolument irrespirable. Le général Catroux démissionne, Robert Lacoste le remplace. La France doit rester en Algérie et elle y restera, déclare Guy Mollet devant l'Assemblée nationale. Les attaques des félagas continuent. En Kabylie, raconte Charles Finalteri, et dans les fermes des vallées d'Algérie. Depuis 3 mois, des tragédies souvent inconnues se déroulent dans les villages isolés de la montagne. Il y a eu des centaines de musulmans assassinés, des gourbis rasés, des femmes massacrées devant leurs enfants. Mais l'événement le plus bouleversant est sans doute l'histoire de ce chef de fraction d'Oued Amizour que les félagas contraignirent à se mutiler lui-même. Mars 1956 est un tournant décisif dans l'organisation de la répression. Robert Lacoste réclame les pouvoirs spéciaux. Ils lui sont accordés par l'Assemblée nationale. Le pouvoir militaire se substitue au pouvoir civil. 400 000 soldats français sont déployés. Les combats s'étendent partout sur le sol algérien. Arrivé maintenant, pratiquement à la verticale du point de largage. 3 convoyeurs parachutistes préparent les caisses. Arrivées, ce sont des caisses de vivres et de munitions. Au-dessous de nous, le petit poste de Djerf. Charles Zanettacci est à bord d'un avion de l'armée française. Marqué de 4 coins et d'une flèche indiquant le sens du vent. On ne distingue absolument rien à 100 mètres environ d'altitude au-dessus de ces crêtes arides dans lesquelles se déroulent en ce moment même de très violents combats. Ainsi vient-on de l'apprendre par radio. Nous allons larguer. Sonnerie, on largue. Il nous faudra faire un passage par caisse à larguer, car la dropping zone est extrêmement petite. Et maintenant, nous mettons le cap sur Tébessa où nous allons pratiquer une évacuation de blessés à destination de Tel Erma. Avril 1956, Guy Mollet décide de rappeler 70 000 soldats du contingent. Les hommes rappelés doivent savoir encore que les mesures militaires qu'il est de notre devoir de prendre ne sont qu'un élément d'un vaste programme d'ensemble, politique, économique et social, pour la solution pacifique du problème algérien. Cette solution ne sera en aucun cas militaire. J'affirme solennellement qu'en aucun cas nous n'imposerons au peuple algérien une solution par la force. J'affirme solennellement qu'en aucun cas nous ne nous laisserons arracher une solution par la violence. Allô, numéro 1, je vous parle depuis le Sétif. Je suis au poste de commandement air de Sétif. 4 Mistral attaquent en ce moment une position de nord-ouest en Sétif forte.
Un mois après la déclaration de Guy Mollet, l'armée est à Sétif. La manœuvre se déroule très correctement, très favorablement même, mais on me fait signe de me taire. En effet, un Mistral signale MD, c'est-à-dire détresse. Je vous laisse écouter maintenant le dialogue entre le pilote et le lieutenant-colonel Cuffaut qui commande le PCR. Ok Tango, si vous voulez vous poser à Sétif, vous avez la piste numéro 27 qui fait 1600 mètres, avez-vous compris? Oui, compris, la piste fait 1600 mètres. Alors préparez toutes les instructions nécessaires pour m'en recevoir. Tu passes à 120 nœuds, t'as encore du pétrole paisible, et tu te poses, ok? Ok, on va essayer, hein. Pour le Mistral, en priorité, qui va cracher sur votre terrain, envoyez fusée pour repérage terrain et tout moyen pour Mistral, Tango 4 qui va se poser en crash sur le ventre, avez-vous compris? Ok, crash face à l'ouest. Raglan Tango leader d'Hector, la tour signale que le pilote s'est posé comme un chef. Terminé, je reprends le trafic. Je sais si cette bande sonore pourra vous donner une idée des quelques instants que nous venons de vivre ici. Comme à la fin d'une pièce de théâtre, je vous donnerai la distribution. Hector était l'indicatif du lieutenant-colonel Cuffaut. Tango 4 était l'avion en détresse. Ici Charles Zanettacci qui vous a parlé depuis Sétif. Les Félagas sont maintenant des milliers. Le FLN a rejeté l'appel au cessez-le-feu de Guy Mollet. Le Front de Libération Nationale multiplie les attentats au cœur des villes. La nuit dernière, vers 2h exactement, une immense opération de police a permis de cerner entièrement tout le quartier musulman d'Alger, à savoir la Casbah. Les militaires, les gardiens de la paix, les CRS ont bloqué toutes les issues de cette ville où habitent uniquement des musulmans, et c'est environ 4000 hommes qui ont pris position partout. Parachutistes, troupes coloniales, toutes sortes d'unités sont là en place. Il y a un militaire à peu près de mètre en mètre, mitraillette au poing. Le but était de rechercher ceux qui depuis un certain temps semaient la terreur et la panique dans la Casbah, et notamment à l'encontre des Français musulmans qu'ils assassinaient. Massacre d'Algériens par l'armée française, massacre de soldats français par l'armée de libération nationale. À Paris, en juillet 1956, une voix s'élève, celle du leader nationaliste Ferhat Abbas, qui vient de rejoindre le FLN. L'Algérie est au bord de l'abîme. Il est indispensable que l'opinion publique française prenne enfin conscience de ce danger pour y apporter immédiatement remède. Car il est bien entendu que la répression réclamée par la grosse colonisation et l'envoi périodique de renforts ne saurait en aucune façon régler le problème. Notre choix est fait. C'est en élevant l'Algérie au rang d'État fédéré et en associant tous les Algériens sans distinction au gouvernement de leur pays qu'il sera possible de réaliser un équilibre harmonieux entre tous les éléments ethniques et, en même temps, les conditions indispensables d'une coopération fraternelle du peuple français et du peuple algérien. L'essentiel est que chacun, à la place où il se trouve, comprenne qu'il est urgent d'agir pour édifier une communauté franco-musulmane libre et fraternelle. 600 000 soldats sont désormais déployés sur le sol algérien. Août 1956, les extrémistes pro-Algérie française de la Main Rouge posent une bombe au cœur de la Casbah d'Alger. Au moins 15 morts rue de Thèbes, 40 blessés. Au début de l'automne 1956, Charles Finalteri rentre de reportage quand il entend une explosion rue d'Isly. Immédiatement, il enclenche son magnétophone. Nous allons essayer de savoir ce qui s'est passé. On met des blessés dans les voitures. C'est l'affolement général dans la rue maintenant. Devant moi, une large flaque de sang sur le trottoir, des vitres partout, des blessés de tous les côtés, des voitures qui ont été mobilisées par les civils eux-mêmes pour transporter ces blessés. Véritablement, c'est une des plus fortes explosions qui ait lieu à Alger, en plein centre de la ville depuis fort longtemps. 30 septembre 1956, attentat du Milk Bar. L'émotion est à son comble et les gens discutent ferme. La tension monte en ce moment pendant que les militaires qui sont dans le coin tentent justement de canaliser un peu la foule. Où est ma fille, ma fille? C'est une mère éplorée qui en ce moment se demande où est sa fille qui était serveuse dans le Milk Bar. C'est 2 heures après ce premier attentat que je termine ce reportage. Je dis bien premier attentat car presque simultanément et à 500 mètres de là, également devant un Milk Bar, la cafétéria exactement, face à l'université, une explosion s'est produite dans les mêmes conditions. Elle a provoqué également de nombreux dégâts et causé des victimes parmi les consommateurs qui s'y trouvaient, une quinzaine environ. Et je dois dire que ce sont les mêmes scènes de déchirement qui ont eu lieu à ce moment-là.
5 morts, 60 blessés, des enfants, l'émotion est immense. Le FLN et son réseau de poseuses de bombes multiplient les attentats dans la ville. Alors que la guerre s'enlise, les premiers rappelés quittent Oran, Alger, Constantine et rentrent en métropole. Ici, les studios d'Europe numéro 1 à Paris, j'appelle le Kérouan en mer, m'entendez-vous? Ici, François Gerbeau, Jean Gorini, je vous entends bien. François Gerbeau, j'ai à côté de moi Madame Jean Alès et Madame Robert Gadot, qui sont deux épouses de deux militaires qui doivent être à côté de vous à bord du Kérouan et qui évidemment sont très impatientes de parler à leur mari. Bon, alors à demain. À demain soir. Je t'embrasse. Je t'embrasse aussi. Au revoir, chérie. Madame Gadot, puisque je peux vous avoir au bout du fil, je vous dis que votre mari se porte fort bien, qu'il a des joues de belles joues, et qu'il a aussi un très bon teint, et qu'il est lui aussi extrêmement heureux, comme nous le sommes tous ici à bord du Kérouan. Le FLN est toujours la bête noire de la France. En octobre 1956, les services secrets détournent un avion de la Royal Air Maroc. 5 chefs du Front de Libération Nationale sont arrêtés et menottés. Ce matin, Ben Bella et les membres du FLN se sont retrouvés face à face avec les policiers de la DST. Toute la nuit, les 15 kilos de documents étaient photocopiés par des spécialistes. Cela représente un peu plus de 450 mètres de pellicule. Puis, ces documents, je vous l'ai dit hier, sont ensuite examinés un par un par des policiers spécialistes des affaires d'Afrique du Nord. Ainsi, peu à peu, apparaissent les rouages de l'organisation rebelle. D'après les documents saisis et d'après les aveux même de Ben Bella et de Kider, l'organisation FLN est financée par des fonds provenant de la Ligue arabe. C'est le Caire qui paye. Et Kider avait même sur lui 500 000 francs en espèces et un reçu de 48 millions de francs français. Dans le monde arabe, les représailles sont immédiates. 30 Européens sont tués à Meknès au Maroc. En Algérie, le président de la Fédération des maires est abattu. Amédée Froger, l'incarnation pour beaucoup de la présence française en Algérie. Ses obsèques tournent à l'émeute. On se produit maintenant au moment où le faucon mortuaire démarre, car la foule veut suivre à pied. Et jusqu'à présent, il y a eu interdiction des autorités de faire un cortège à pied jusqu'au cimetière. Des passants tentent d'arrêter une voiture dans laquelle se trouvent les personnalités. La police s'interpose. On tente de retourner cette voiture. Et le secrétaire général du gouvernement, général M. Chaussade, passe maintenant entre les rangs des manifestants tandis que je suis moi-même. Une automobile montée par des musulmans vient de passer en trombe essayant de renverser les passants. On a même tiré des coups de revolver. La police se précipite, l'armée aussi. Un gros autocar vient de passer aussi au milieu de la foule. Je me demande comment il n'y a pas eu de blessés. Écoute le claque dans le lointain maintenant, du côté des approches de la Casbah. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est monté dans la foule avec sa 63 et il a tiré sur la foule. Janvier 1957, Guy Mollet réitère son appel au cessez-le-feu. Il faut que les armes se taisent, lance-t-il. Mais une impitoyable bataille est sur le point de commencer. Jusque-là, les militaires français étaient surtout présents dans la partie orientale du pays. Ils sont désormais dans Alger. Le général Massu, de la 10e division parachutiste, est à la tête de 8000 hommes. Ils sont chargés de liquider les réseaux qui commettent des attentats. Ici, Alger. Cet après-midi à 17h30, dans 3 cafés européens les plus connus et les plus fréquentés de la ville, 3 attentats terroristes ont été commis. 2 par des bombes à retardement, 1 à la grenade. Bilan, 1 mort, une dame d'un certain âge, et 35 blessés qui ont été conduits à l'hôpital d'Hydra. Ces attentats étaient un peu prévus, bien sûr. On ne pensait pas tout de même que les rebelles auraient l'audace de les commettre comme ils l'ont fait en plein centre de la ville et surtout à la grenade. Il faut en effet une certaine dose d'inconscience puisque celui qui a lancé la grenade dans un café appelé la cafétéria a été immédiatement abattu par un jeune parachutiste qui l'a abattu au fusil en pleine rue Michelet. Les militaires sont tout-puissants. Torture, arrestation, interrogatoire, exécution sommaire. La terrible bataille d'Alger va durer 10 mois. 10 mois pendant lesquels le général Massu ne verra la violence que dans un camp. La méthode rebelle est la suivante. Elle consiste essentiellement à gagner à sa cause la masse flottante de la population, c'est-à-dire plus de 90% de celle-ci, pour parvenir progressivement à la faire participer complètement à l'action révolutionnaire. Les moyens employés sont essentiellement la terreur. En effet, ce n'est pas en convainquant la population que les rebelles la gagnent à leur cause, tout au moins dans le premier temps, c'est d'abord en la terrorisant.
Une cellule de quelques hommes suffit à faire régner la loi rebelle sur un quelconque groupement urbain ou rural. Au moment où dans la presse, un soldat français dénonce l'utilisation de la torture, en Algérie, le colonel Bijard vante le mérite de ses troupes. Alors le bilan, en un mois est le suivant. En gros, 400 terroristes de l'organisation arrêtés, 50 tueurs ayant 60 attentats à leur actif, 25 terroristes de la filière des bombes, 10 terroristes de la filière trafic d'armes, une centaine de chefs de secteur, de quartiers, de groupes et de cellules, 215 propagandistes, collecteurs, boîtes aux lettres, etc. Armement saisi, 255 armes, récupération 87 bombes, ce qui est dans le cas particulier est le plus important, une centaine de grenades, 100 kilos d'explosifs, 8000 cartouches, une imprimerie clandestine et de nombreux tracts, etc. Nous nous sommes orientés vers un travail de détection des cellules terroristes de façon à les détruire avant qu'elles agissent. Travail délicat de policiers auquel les parachutistes a priori n'étaient pas préparés. Cependant, la parade face à ces terroristes doit faire partie maintenant de notre mission. Avec cœur et conscience, en travaillant 24 heures sur 24, mes hommes ont réussi, après de nombreuses enquêtes, de multiples coups de main de nuit, à casser une partie de l'organisation terroriste d'Alger. Je précise, une partie. Le gouvernement Guy Mollet ne résiste pas à la guerre d'Algérie. En mai 1957, il démissionne. Les attentats continuent. Par quelles circonstances heureuses n'avez-vous pas été touché en ce qui vous concerne? Mademoiselle s'est excusée, j'ai été me rasseoir. Et à l'instant où je m'assoyais, la détonation a percuté, quoi. Vous étiez loin dans la salle alors? On était à peu près une dizaine de mètres de l'orchestre. Et il y avait à peu près une cinquantaine de coups sur la piste, ce qui nous a évité d'être touchés aussi. Nous avons été projetés à peu près à 10 mètres. Vous avez été soufflé à 10 mètres. Attentat du casino de la Corniche par le FLN, 8 morts, 92 blessés. Lors des obsèques, Charles Finalteri est dans la foule. 10 000 personnes sont survoltées. Sur le boulevard Pitolet qui surplombe la mer, ils se sont attaqués à des conducteurs de camions musulmans. Ils se sont attaqués aussi à des passants et on n'a pas encore le bilan exact. On a assisté d'autre part sur ce même boulevard Pitolet à un autre incident beaucoup plus grave. En effet, des manifestants se sont précipités vers une voiture conduite par un musulman, ont pris cette voiture, l'ont soulevée et l'ont précipitée par-dessus la rambarde qui domine la mer. Elle est allée s'écraser sur les rochers. Il semble, d'après les premiers renseignements, que son conducteur ait été tué. Le général Massu, les bérets verts, les bérets rouges sont ovationnés. La bataille d'Alger se poursuit. Septembre 1957, l'armée française va remporter une victoire déterminante pour la suite. C'est dans une de ces petites maisons de la Casbah qu'a été arrêté Yassef Saadi, l'un des plus grands chefs terroristes d'Alger. Mon colonel, qui est Yassef Saadi? Il est pratiquement en dissidence depuis avant le commencement de la rébellion. Il a été, dès 1954, adjoint au chef du secteur d'Alger, puis après une liaison en Suisse, au cours de laquelle il a pris contact avec les dirigeants extérieurs du FLN, il est rentré à Alger et n'a plus quitté le commandement de la zone autonome jusqu'à son arrestation de cette nuit. C'est bien lui qui a organisé tout le terrorisme qu'a connu à Alger depuis 2 ans, mon colonel. Il était chef politico-militaire, c'est-à-dire qu'il était responsable de la branche politique, de la branche militaire et de la 3e branche de la structure FLN, la branche liaison et renseignement, dont les comités ont été démantelés au mois d'août et dont les membres ont été passés au parquet. Un mois plus tard, c'est la figure de la rébellion algérienne qui disparaît. Ali Lapointe, l'un des derniers chefs terroristes encore en liberté, est retrouvé mort parmi les victimes d'une explosion dans la Casbah. Ça y est, la bataille d'Alger est terminée. L'armée a gagné, mais elle ne rétablit pas l'ordre. À Paris, un gouvernement est sur le point de se former autour de Pierre Pfimelin, favorable à des négociations. Hors de question pour Massu et plusieurs officiers. À Alger, 3 soldats français sont tués par le FLN. Les manifestations tournent à l'émeute. Le siège du gouvernement général est envahi. Le 13 mai 1958, Pierre Bellemare interrompt les programmes d'Europe 1. Une nouvelle urgente. Alors attention, à vous les studios de la rue François 1er. Louis Roland-Naï vous a annoncé tout à l'heure, dans une information donnée à une heure inhabituelle, qu'un comité de salut public, civil et militaire venait d'être constitué à Alger. Maurice Siegel, directeur de l'information sur Europe numéro 1. Le comité de salut public est composé des colonels Ducas, Trinquier, Tomaso et d'un groupe de 7 civils qui seront chargés des liaisons entre la population et les militaires. À l'instant, Charles Finalteri nous téléphone d'Alger pour nous dire que le général Massu venait de faire une déclaration. Je vous lis le texte de cette déclaration. Le général Massu s'adressait aux manifestants, et voilà ce qu'a dit le général Massu. L'armée est de cœur avec vous.
Nous vous l'avons déjà montré tout à l'heure en nous rendant au monument aux morts. Vous ne servirez la cause de l'Algérie française que dans le calme et la discipline. Nous sommes d'accord avec vos dirigeants pour rester ici avec vous dans le calme en attendant la réponse de Paris. Le général Massu a alors poursuivi en disant « Nous, les représentants de l'armée et vos représentants attendront ici. Le comité de salut public est actuellement avec nous. Ils ne quitteront les lieux que lorsque le conseil de salut public sera formé à Paris. » Je tiens à vous dire ceci, vu l'importance des événements qui se déroulent à Alger, et aussi l'importance du débat qui se déroule actuellement à l'Assemblée nationale, nous vous tiendrons au courant de toutes ces informations tout au long de la soirée, jusqu'à 1h comme d'habitude, et s'il le fallait, nous prolongerions l'antenne, c'est-à-dire jusqu'à 3h ou 4h du matin, selon l'importance des informations. Je vous remercie de votre attention. Les partisans de l'Algérie française se soulèvent, c'est la rupture avec Paris. Le nouveau président du Conseil, Pierre Pfimlin, n'aura aucune chance. En Algérie, un homme est attendu comme le sauveur. C'est l'homme de la libération, le héros de la France libre. Il va bientôt occuper à nouveau le devant de la scène. C'est le retour du général de Gaulle. Retrouvez tous les épisodes d'Ici Alger, Europe numéro 1 sur europe1.fr, l'appli Europe 1 et toutes vos plateformes d'écoute. Ici Alger, Europe numéro 1. Chef des armées, je vous donne l'ordre de rester dans le devoir. Je vous ai compris! Vous entendrez des reportages réalisés dans des lieux où jamais un journaliste n'était entré auparavant avec son micro. Les 60 ans des accords d'Évian. Pauline Jacot. Alger, 13 mai 1958. La foule gronde. Le FLN a rendu public quelques jours plus tôt l'exécution de soldats français. Pierre Pfimlin doit être investi dans quelques heures, nouveau président du Conseil. Lui qui s'est déclaré publiquement pour des négociations avec le Front de Libération Nationale. Hérésie pour les partisans de l'Algérie française. Ce jour-là, les manifestations tournent à l'émeute. Des généraux se joignent à la révolte. Ici Alger, Europe numéro 1. Épisode 2, je vous ai compris. Paris, 13 mai 1958, rue François 1er dans les studios d'Europe 1. Il est un peu plus de 21h, les programmes ont été interrompus. Charles Finalteri vient d'appeler en urgence la rédaction. Il est en direct d'Alger. Les manifestants sont en effet restés à l'intérieur du ministère de l'Algérie. Il y a eu des tractations, il y a eu des pourparlers. Et puis, sur le coup de 20h, 20h20 exactement, comme vous l'avez dit, le général Massu est à Paris. Il avait à côté de lui, là aussi, le général Salan. Le général Massu a dit « Vous ne sauverez la cause que vous défendez que dans le calme et la discipline. Nous sommes d'accord pour rester ici avec vous, mais toujours dans le calme, a insisté le général Massu, en attendant une réponse de Paris. » À quoi faisait-il allusion en disant « en attendant une réponse de Paris » ? Il faisait allusion donc au télégramme qu'il venait d'envoyer au président de la République pour lui annoncer la création d'un comité de salut public. Après l'intervention du général Massu, le colonel Thomazeau, qui fait partie de ce comité de salut public, a déclaré que le général Salan avait œuvré pour cette manifestation, déclarant qu'il avait subi, lui, le général Salan, de fortes pressions émanant de Paris pour interdire cette manifestation, et qu'il avait répondu qu'il ne l'interdirait pas parce que l'armée était d'accord avec le sens de cette manifestation. C'est alors que des acclamations ont soulevé les quelques 8000 manifestants qui se trouvent encore devant le gouvernement général, l'ex-gouvernement général, c'est-à-dire le ministère de l'Algérie. L'armée et ce comité de salut public, avec à sa tête le général Massu, prennent alors le contrôle sur le terrain. À Paris, le président René Coty lance un appel au calme. Officiers généraux, officiers, sous-officiers, caporaux et soldats servant en Algérie. Gardiens de l'unité nationale, je fais appel à votre patriotisme et à votre bon sens, pour ne pas ajouter aux épreuves de la patrie celle d'une division des Français en face de l'ennemi. Tout manquement à la discipline ne peut profiter qu'à ceux qui nous combattent. Chef des armées, en vertu de l'article 33 de la Constitution, je vous donne l'ordre de rester dans le devoir, sous l'autorité du gouvernement de la République française. Un appel resté lettre morte. L'armée veut un homme qui puisse résoudre le conflit algérien qui dure depuis déjà 3 ans. Un nom commence à circuler. La rumeur bruisse. Le lendemain, au gouvernement général d'Alger, le général Salan s'adresse à la foule et passe un message. Algérois, Algéroises, mes amis,
Tout d'abord, sachez que je suis des vôtres, puisque mon fils est enterré au cimetière du Clos Salambier. Et ça, je ne saurais jamais l'oublier. Il est dans cette terre qui est la vôtre. Ce que vous venez de faire, en montrant à la France votre détermination de rester français par tous les moyens, prouvera au monde entier que toujours et partout, l'Algérie s'ouvre à la France. Mes amis, l'action qui a été menée ici nous a amenés auprès de nous tous les musulmans de ce pays. Maintenant, pour nous, le seul terme avec tous ici, c'est la victoire. La victoire avec cette armée que vous n'avez cessé de soutenir, cette armée qui vous aime, cette armée que vous aimez, tous unis, sous le signe du ralliement. Nous gagnerons parce que nous l'avons mérité et que là est la voie sacrée pour la grandeur de la France. Mes amis, vive la France, vive l'Algérie française. Vive le général de Gaulle! Les mots sont lâchés, l'invitation est lancée. Poussé par le général Massu, Salan réclame le retour de l'homme providentiel. Objectif, mettre Paris devant le fait accompli. L'après-midi même, l'homme du 18 juin se déclare prêt à assumer les pouvoirs de la République, dit-il. À Paris, des députés crient au coup d'État. Quelques jours plus tard, le général de Gaulle tient une conférence de presse à Paris. Attenter aux libertés publiques fondamentales. Je les ai rétablies. Et y-ai-je une seconde à tenter jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Le 27 mai, Charles de Gaulle entame le processus régulier nécessaire à l'établissement d'un gouvernement républicain. Le lendemain, Pierre Pfimlin démissionne. Des milliers de personnes hostiles au retour du général de Gaulle défilent à Paris sous les yeux de Georges Fillou et Valentin Armand. La 4e République vit ses derniers instants. Les manifestants qui se sont groupés place de la Nation sont arrivés depuis un quart d'heure environ sur la place de la République. Il est très bien d'ailleurs d'ici des gens très nombreux massés des deux côtés du boulevard Voltaire. Il est évidemment difficile d'estimer le nombre exact des manifestants, mais je crois qu'on peut l'évaluer à environ 100 000. En tête du cortège se trouvent des manifestants qui portent des brassards tricolores et quelques groupes plus loin, il y a un certain nombre de parlementaires parmi lesquels nous avons reconnu M. Mendès France, M. Depreux, M. Jacquet, M. Daniel Meyer. Les slogans qui sont le plus souvent scandés par les manifestants sont Front populaire, Massu au poteau, De Gaulle en prison. Il faut préciser quelles sont les organisations qui participent à cette manifestation. Il y a le Parti Socialiste, le Parti Radical Socialiste, le MRP, l'UDSR, le RDA, Rassemblement Démocratique Africain. Il y a également la CGT et le Parti Communiste qui se sont joints à cette manifestation. Il y a le syndicat Force ouvrière de la région parisienne. Il y a également la Ligue des droits de l'homme et l'Union des gauches socialistes. Le 29 mai, René Coty fait appel aux plus illustres des Français. Voici les éléments que nous connaissons de ce message du président de la République. Le président Coty annonce aux chambres qu'il désigne le général de Gaulle pour former le gouvernement. En cas d'échec de ma tentative, je ne manquerai pas d'en tirer les conséquences inéluctables et le président Coty a annoncé qu'il transmettrait alors ses pouvoirs au président de l'Assemblée conformément à la Constitution. Après des années de traversée du désert, revoilà le général de Gaulle. Son gouvernement est investi par l'Assemblée nationale le 1er juin. Il demande les pleins pouvoirs pour 6 mois et engage une révision de la Constitution. 3 jours plus tard, de Gaulle s'envole pour l'Algérie. Caravelle vient de se poser sur la longue piste de l'aérodrome de Maison-Blanche. Là-bas, à environ 200 mètres de nous, ont déjà pris place les personnalités qui doivent accueillir à sa descente d'avion le général de Gaulle, chef du gouvernement français. Mais je voudrais, puisque en ce moment le Caravelle est en train de manœuvrer, je voudrais, cher Sénégal Terry, que vous me disiez quelle est l'atmosphère dans Alger, puisque vous en venez, alors que moi-même j'arrive seulement ici, à Maison-Blanche. Ce matin, dès 8 heures, je suis descendu en ville, et la ville n'a jamais été autant pavoisée qu'elle l'est aujourd'hui. De tous les côtés, des drapeaux tricolores. Dans les vitrines, on ne voit que des drapeaux tricolores, des croix de Lorraine, des étalages qui représentent toutes les provinces de l'Union française, des portraits du général de Gaulle. Dès 8 heures, la ville a commencé déjà à s'agiter, partout en place des cordons de militaires, des cordons d'unité territoriale, les anciens combattants qui ont décidé de rendre un hommage solennel au général de Gaulle en faisant eux-mêmes une haie d'honneur sur tout le parcours. On nous a dit aussi que des villes et villages de toute la région algéroise, en camion, à pied, certains, d'autres en automobile, d'autres par chemin de fer, sont arrivés jusqu'à Alger
pour eux aussi applaudir l'arrivée du chef du gouvernement. Le général de Gaulle passe devant moi à 50 mètres environ. Il est absolument entouré par même des civils, des gens qui prennent des photos, qui s'arrêtent à 2 mètres de lui pour le photographier. Il continue sa marche imperturbable. Voici la voiture maintenant qui prend le départ. Je suis heureux, je suis fier de me trouver pour quelques instants à bord du De Grasse. Tous les Français, en particulier tous les marins, ont compris qu'il s'est développé dans cette grande ville française un grand événement moral, celui d'une rénovation et celui d'une fraternité. Puisse ce mouvement de rénovation, de fraternité, à partir d'ici, embraser la France entière. 5, 4, 3, 2, 1. Ici Besançon, voici, voilà, l'enregistrement de la visite de De Gaulle sur le De Grasse. Nous l'avons fait à tout hasard. Elle me semble malgré tout assez importante parce que, premièrement, elle était absolument impromptue. Le De Grasse est arrivé ce matin à Alger et cette visite n'était pas prévue au protocole. Secondement, parce que nous sommes les seuls à l'avoir faite et qu'aucune radio, aucun journaliste ne se trouvait à bord. Troisièmement, parce que au cours de cette visite, comme vous avez peut-être pu l'entendre, je ne sais pas encore si le Nagra a marché, De Gaulle a fait un discours et depuis sa conférence de presse, c'est le premier que nous ayons pu enregistrer, bien sûr. Il y a encore ce soir le forum et ce reportage peut évidemment perdre de son intérêt. Mais nous n'avons pas le temps de le monter et nous allons vous le transmettre immédiatement à toutes fins utiles. Terminé. Salut les amis, tout va bien. Le soir venu, donc le 4 juin, le général de Gaulle se rend au forum d'Alger où il va triompher. Vous entendez, la foule commence à crier de plus en plus fort. Voici la voiture et voici le général de Gaulle. Il est en costume gris. Vous entendez la foule, il lève les bras comme il avait l'habitude de le faire et il salue la foule. Ses chapeaux volent en l'air, des fleurs sont jetées sur le passage du général de Gaulle. Voilà des bouquets qui viennent d'atteindre sa voiture. La foule est massée non seulement sur les trottoirs mais à tous les balcons. Des balcons qui menacent, semble-t-il, de s'écraser. Les balcons sont décorés de larges banderoles bleu, blanc, rouge. Il salue la foule. Et je vous assure que l'accueil est absolument extraordinaire. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. La fraternité, parce que vous offrez ce spectacle magnifique d'hommes, quelle que soit leur communauté, communient dans la même ardeur et se tiennent par la main. Eh bien, de tout cela, je prends acte au nom de la France. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Cela veut dire qu'il faut assurer une patrie à ceux qui pouvaient douter d'en avoir une. Française à part entière, dans un seul et même collège, nous allons le montrer. Pas plus tard que dans 3 mois, dans l'occasion solennelle où tous les Français, y compris les 10 millions de Français d'Algérie, auront à décider de leur propre destin. Avec ces représentants élus, nous verrons comment faire le reste. Ah, jamais, plus qu'ici et plus que ce soir, je n'ai senti combien c'est beau, combien c'est grand, combien c'est généreux
la France. Vous venez d'entendre le discours que le général de Gaulle vient de prononcer du balcon du ministère de l'Algérie. La foule en bas scande encore maintenant « Vive de Gaulle ». Et je vous propose, si vous voulez, tandis que la Marseillaise s'élève, entonnée maintenant par le général. Entre nous de la tyrannie, l'étendard encore élevé, l'étendard encore élevé. Je vous ai compris. Le général de Gaulle vient de prononcer sa phrase la plus célèbre, la plus ambiguë aussi. Qu'a-t-il compris? Qui a-t-il compris? De Gaulle reste quelques jours en Algérie. Julien Besançon fait partie du voyage pour Europe 1. Mostaganem, dernière étape algérienne du général de Gaulle. C'est plus de 100 000 personnes qui sont réunies en plein soleil sur l'esplanade de l'hôtel de ville pour accueillir le général de Gaulle. 100 000 personnes où dominent largement les musulmans. Allô, allô. C'est maintenant que vous devez faire preuve de calme et de discipline. On ne doit entendre comme seul cri que vive de Gaulle. Allô, allô. Tout en cœur et avec discipline. Vive le général de Gaulle! Alors que De Gaulle insiste sur la fraternisation entre musulmans et européens, disent les partisans de l'Algérie française, les accusations de torture continuent de viser l'armée. Le 24 juin 1958, le ministre délégué à la présidence, André Malraux, lance une invitation. Aucun acte de torture ne s'est produit à ma connaissance ni à la vôtre depuis la venue à Alger du général de Gaulle. Il ne doit plus s'en produire désormais. Au nom du gouvernement, j'invite ici les 3 écrivains français auxquels le prix Nobel a donné une autorité particulière et qui ont déjà étudié ces problèmes à former une commission qui partira pour l'Algérie. Je suis en mesure de les assurer qu'ils seront accrédités auprès de tous par le général de Gaulle. Avec M. Roger Martin Dugard et avec M. Albert Camus, vous êtes vous, M. François Mauriac, l'un des 3 prix Nobel de littérature que compte la France. Quelles sont vos intentions à l'égard de cette offre? Tant que l'invitation ne me viendra pas directement et sous cette forme-là du général de Gaulle, eh bien, vous comprendrez que je préfère attendre. N'avez-vous pas déjà une idée a priori à l'égard d'un éventuel voyage en Afrique du Nord, en Algérie? Très sincèrement, je ne crois absolument pas à cette forme de contrôle. Si j'allais en Algérie aujourd'hui, moi surtout, François Mauriac, je ne crois absolument pas dans l'état actuel de l'Algérie que l'homme que je suis puisse faire un voyage utile. Septembre 1958, Europe numéro 1 décide de partir en Algérie. Les reporters vont être en immersion avec l'armée de l'autre côté de la Méditerranée. Gilbert Lauzin, notre reporter, accompagné de Jacques Petit, le chef des services techniques de la rédaction, se sont donc rendus en Algérie. Ils y ont passé 3 semaines. Ils ont vu beaucoup de choses, et en particulier, ils ont vu l'armée en Algérie. Ont-ils tout vu? Non, bien sûr, c'était de toute façon impossible. Ils ont quand même vu et enregistré beaucoup de choses. Vous entendrez des reportages réalisés dans des lieux où jamais un journaliste n'était entré auparavant avec son micro. Vous entendrez des réponses à des questions qui, elles aussi, n'avaient jamais été posées auparavant. Ces reportages, ces interviews, c'est à vous de les juger maintenant. Le camp est sonorisé, des haut-parleurs sont disposés un peu partout, et dès le matin, dès l'heure du réveil, un speaker annonce aux stagiaires les différents thèmes des activités du jour. Jeune élite qui nous crie, si vous voulez vaincre, il est temps d'apprendre à souffrir. Dien Bien Phu, cette bataille, le colonel Bijard l'a vécue. On a souffert, et vous la fera vivre maintenant à l'empire. Le colonel Bijard, au micro de Gilbert Lauzin. Vous avez ici des méthodes très particulières, il faut bien le dire, nous avons pu nous apercevoir déjà ce matin en arrivant ici. Très particulière, c'est un bien grand mot. Sur le plan distraction, c'est vite fait, puisque malheureusement nous n'avons pas le temps et il n'y en a pas. Ce stage dure un mois, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de repos. C'est un travail de 12 heures par jour, bien souvent des exercices de nuit.
Il nous faut faire vite, c'est un devoir pour nous, puisque nous sommes déguisés en professeurs, au même titre que les opérationnels, nous n'avons pas le droit de flâner, ne serait-ce quelques minutes. Approvisionner armée. C'est simplement pour mécaniser les gestes. Les réflexes, Les réflexes, c'est ça. Il est 18h, finissons cette journée avec un peu de musique en compagnie de Louis Ferrari et son accordéon. L'armée a une autre préoccupation, elle lutte aussi sur un autre terrain, celui de la guerre psychologique. Que pour arriver à avoir des renseignements, notamment pour pourchasser les terroristes dans une grande ville, les troupes sont obligées d'interroger avec vigueur les membres des associations terroristes qu'ils arrêtent et dont ils sont sûrs qu'ils sont des membres d'associations terroristes. Il faut bien admettre que les parachutistes, qui n'ont qu'un seul but, c'est de remplir leur mission, il faut bien admettre que ces gens-là aient recours à des moyens persuasifs d'obtenir la vérité. Quand on a vu cette population terrorisée, population française de souche et française musulmane, terrorisée par les bombes, terrorisée par les attentats, qui arrivait à faire jusqu'à 80 blessés par jour, et quand on compare ces résultats aux moyens efficaces qui ont été employés par les parachutistes, eh bien, il faut bien admettre que l'opération est extrêmement payante. Vous venez d'où? Du Rhône, région du Rhône. Du Rhône. Vous avez assisté également au voyage à l'avenue du Général de Gaulle à Alger? Oui, très bien, oui. Oui. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça vous a amené? Qu'est-ce que vous avez pensé en général? On était tous d'accord de voir le général. Mais quelle était votre impression sur l'événement même, je veux dire par là? Tout au début, on ne savait pas très bien ce qui se passait. Mais ensuite, on a vu de suite qu'une population était faite avec nous, quoi. Vivait en bloc avec nous. Et champion, quoi. Est-ce que vous avez notion de ce que font les musulmans ou de ce qu'ils pensent à propos du référendum? Mais d'abord, en musulman, il faut distinguer le musulman évolué et le musulman non évolué. Oui. Je crois que le musulman des montagnes, celui qui vraiment ne parle pas français, on ne peut pas lui demander ce qu'il pense du référendum. Il l'ignore totalement, il l'ignorera toujours. Ce qu'il faut, c'est essayer de s'améliorer ses conditions de vie et justement de l'évaluer pour qu'il puisse un jour prendre parti à la vie politique, mais on ne peut absolument pas maintenant. 1, 2, 3, vive la France! Vous avez été pris à quel endroit? À Alger, chez moi, à Alger. Alger, pourquoi? Oui, dans une rafle. Et vous aviez quelque chose sur vous, des armes ou... Non, absolument rien du tout. Documents? Non, absolument rien du tout. Vous avez participé à des actions du FLN? Non. Et vous êtes bien nourri ici? Oui, on est bien nourri, bien logé. On nous traite comme des frères. Il nous manque absolument rien du tout. On a le cinéma, on nous fait apprendre des métiers. On a tout ce qu'il faut ici. Et qu'est-ce que vous souhaitez? Je souhaite que nous vivrons heureux et en paix. Nous souhaitons que nous vivrons tous comme des frères. Bon, eh bien, je vous remercie. 1, 2, 3, vive la France! Et après avoir visité ces camps, nous nous sommes retrouvés à Alger. Là, nous avons rencontré le général Massu. On a parlé, mon général, puisqu'il faut bien dire le mot, on a parlé de torture. Et l'on vous a prêté à vous-même des paroles que je voudrais vous voir confirmer ou infirmer. On a dit que vous aviez déclaré qu'à une certaine époque, vous étiez fait appliquer vous-même l'électricité, je crois, pour voir jusqu'à quel point un individu pouvait résister à ce traitement. Est-ce exact? Bon, c'est une vieille histoire, il ne me paraît pas indispensable de rappeler ces opérations de la bataille d'Alger. La presse, en particulier celle qui nous aime le moins, a suffisamment parlé comme cela. Vous avez encore une autre fonction, celle de la présidence du comité de salut public de l'Algérie et du Sahara. Est-ce qu'à votre avis, ces comités de salut public, ces CSP, doivent prolonger leur action après le référendum? Les comités de salut public procèdent de la souveraineté populaire, exprimée sur le forum, et dont ils sont l'émanation depuis le 13 mai. Ils resteront donc en place, à mon avis, jusqu'à ce que des élections permettent à la population d'Algérie de s'exprimer à nouveau et de désigner ses représentants. Le premier devoir d'un citoyen étant de voter, vous devez tous participer aux différents votes et pour cela, vous inscrire sur la liste électorale. Autour de la voiture, radio, la foule maintenant s'est amassée. Il y a plusieurs centaines de musulmans qui écoutent la traduction en arabe. Je me suis un peu écarté, je me suis placé à l'extérieur de ce cercle. Les gens restent très silencieux, ils semblent écouter avec attention. Bon, nous sommes ici dans un petit poste qui a été installé
dans une école. Sergent, vous êtes le chef de poste. C'est un poste installé par la Légion, d'ailleurs. Oui, c'est par la Légion. Qu'est-ce que vous faites ici, exactement? Carte d'identité, je fais de l'espacé, alors je fais un tout. Bon, et devant la porte, en ce moment, il y a des quantités de femmes qui viennent donc s'inscrire ici pour obtenir des laissez-passer et se faire inscrire sur les listes électorales. Oui, c'est ça. En vue du référendum. Ouais. Bon, mais on remarque qu'elles sont la plupart dévoilées maintenant. Ah oui, il vient beaucoup. Surtout, vous voyez, quand il rentre chez moi ici, c'est la première chose qu'il fait, c'est les voiles. Alors, il faudrait qu'il me va chercher l'adresse, qu'il a fait marquer sur le bout des papiers, vous voyez. Ce référendum, c'est le résultat du travail de révision de la Constitution demandé par De Gaulle. Le 28 septembre 1958, le oui l'emporte largement avec 79,2% des voix. Il y a un mot que l'on prononce beaucoup ce matin à Alger, c'est raz-de-marée. Allez au café, chez le coiffeur, prenez un autobus, approchez-vous d'un groupe de bavards ou encore interviewez votre cireur de chaussures. Au bout de quelques minutes, quelqu'un dira « c'est un véritable raz-de-marée ». Ce raz-de-marée qui fait sourire Alger, c'est l'avalanche des oui qui a balayé les partisans du non. Sur 3 723 928 inscrits, il y a eu 3 035 860 votants, ce qui fait une participation électorale de 81% environ et une proportion de oui par rapport au suffrage exprimé d'environ 96%. Si l'on est fier d'avoir vu les Kabyles voter en masse malgré les menaces du FLN, ce n'est pas tant ça aujourd'hui qui réjouit les Algérois. Enfin, disent-ils, la métropole est totalement avec nous. Ce pourcentage élevé de oui des deux côtés de la Méditerranée prouve bien, affirme l'homme de la rue, qu'il n'y a qu'une seule France. Le problème de l'intégration, oui bien sûr on en parle, la solution du problème algérien sera française et trouvée entre Français. Ici Pierre Lantenat qui vous a parlé d'Alger, Europe numéro 1. Le 4 octobre 1958, la 5e République est promulguée. De Gaulle veut tendre la main aux Algériens. Il vient d'annoncer des réformes économiques et sociales, le plan de Constantine, 5 ans pour développer l'Algérie, créer de nouveaux logements, redistribuer des terres agricoles aux paysans pauvres, un programme pour tenter aussi de limiter l'influence du FLN. Que vienne la paix des braves, et je suis sûr que les haines iront en s'effaçant. J'ai parlé de la paix des braves. Qu'est-ce à dire? Tout simplement ceci. Que ceux qui ont ouvert le feu le cessent et qu'ils retournent sans humiliation à leur famille et à leur travail. On me dit, mais comment peuvent-ils faire pour arranger la fin des combats? Je réponds, là où ils sont organisés pour la lutte, sur place, il ne tient qu'à leur chef de prendre contact avec le commandement. La vieille sagesse guerrière utilise depuis très longtemps, quand on veut que se taisent les armes, utilise le drapeau blanc des parlementaires. Alors certains disent, mais quelles sont les conditions politiques dont le gouvernement français accepterait que l'on débatte? Moi, je réponds, le destin politique de l'Algérie, il est en Algérie même. Ce n'est pas parce qu'on fait tirer des coups de fusil qu'on puisse en disposer. Quand la voie démocratique est ouverte, quand les citoyens ont la possibilité d'exprimer leur volonté, eh bien, il n'y en a pas d'autre qui soit valable. La paix des braves est rejetée 2 jours plus tard par le FLN, qui se remet désormais entièrement au tout jeune GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Arrivé quelques mois plus tôt en homme providentiel, Charles de Gaulle déçoit les Français d'Algérie. Ce n'est alors que le début d'un désamour galopant. Celui qu'ils croyaient être leur sauveur ne sera bientôt plus qu'un traître à leurs yeux. Retrouvez tous les épisodes d'Ici Alger, Europe numéro 1 sur europe1.fr, l'appli Europe 1 et toutes vos plateformes d'écoute. Ici Alger, Europe numéro 1. On voudrait savoir si nous sommes français ou si nous ne le sommes pas. Dans tout ceci, nous n'avons rien compris. Notre peuple veut que le gouvernement français, enfin, discute avec eux. La masse attend la paix, elle attend dans la trouille. Les 60 ans des accords d'Évian. Pauline Jacot.
Janvier 1959, Charles de Gaulle est élu président de la République française. Sur le terrain en Algérie, le général Maurice Challe a remplacé le général Salan. C'est lui, le nouveau commandant en chef interarmé. Il met en place le plan qui portera son nom. Reconquérir le territoire, asphyxier région par région la rébellion des maquis. Le plan Challe veut décimer le FLN et le couper du peuple algérien. Ici Alger, Europe numéro 1. Épisode 3. La paix impossible. Alain Raymond suit les opérations militaires en Kabylie pour Europe numéro 1. Le PC Artois est le PC du général Challe installé à 1726 mètres sur un piton de Grande Kabylie. Depuis ce PC, le général Challe et les officiers généraux qu'il représente dirigent ce que l'on appelle depuis 10 jours l'opération jumelle lancée contre les 13 katibas de la Kabylie. L'essentiel dans cette opération, c'est de trouver l'ennemi. Une fois qu'il est trouvé, il faut agir très vite avant qu'il ne se disperse. Nos moyens de feu sont très puissants. Il s'agit de surveiller tout ce qui se passe pour pouvoir appliquer les moyens au bon moment. De Gaulle veut garder le contact avec l'armée. Il entame à l'été 1959 ce que l'on appellera la tournée des popotes. Il inspecte les zones d'opération en Algérie. En août, De Gaulle est à Tébessa, à la frontière tunisienne. Il est accueilli par le maire de la ville. Nous nous rendons compte, Monsieur le Président, des moments difficiles et pénibles que nous vivons. Mais nous avons foi en Dieu, car nous sommes croyants en Algérie, et confiance en vous, Monsieur le Président, pour trouver la solution qui convient aux problèmes qui nous préoccupent. Depuis longtemps, je voulais venir dans votre ville. En voici enfin l'occasion. Je ne me dissimule pas des conditions cruelles, pénibles, dans lesquelles vous vivez ici depuis des années. Je suis sûr de rencontrer le sentiment de tous en disant que ce qui nous préoccupe d'abord, ce à quoi nous voulons arriver d'abord, c'est à la paix. Nous ne pouvons rien reconstruire ou construire qu'à partir de la paix, c'est-à-dire de la fraternité. Ensuite, une ère nouvelle commencera. Les Algériens feront leur destin eux-mêmes. Septembre 1959, la Kabylie et la région des Aurès restent des foyers d'insurrection. C'est à ce moment-là que le général de Gaulle va annoncer une direction claire. Pour la première fois, le 16 septembre à 20h, le chef de l'État parle d'autodétermination du peuple algérien. Coup de théâtre, réaction en Algérie au micro de Roland Hutin. Les personnalités musulmanes sont toutes soit à Paris, soit dans la propriété de l'intérieur. Les leaders activistes réfléchissent. Il m'est pour le moment impossible de les joindre. Il reste l'homme de la rue. Cet homme de la rue avec qui tout à l'heure, je suis allé entendre dans un des cafés de Bab el-Oued, le quartier populaire, la déclaration du président de la République. Je suis content d'avoir entendu le général de Gaulle, que je m'attendais peut-être à autre chose. J'estimais que le destin de l'Algérie aurait été réglé par la France, mais puisque le général de Gaulle prend la chose voit la chose sous un autre problème, nous lui faisons entièrement confiance, comme il nous l'a d'ailleurs dit dans son discours de ce soir, et nous espérons qu'il soit un des premiers à nous aider dans ce qu'il nous a promis. Mais dans l'ensemble, nous nous attendions à une autre déclaration. On voudrait savoir si nous sommes français ou si nous ne le sommes pas. Dans tout ceci, nous n'avons rien compris. J'ai toujours vécu ici, je suis un Européen, mais j'ai toujours été au milieu des Algériens et je les mets sur le même niveau que moi. Vous vous considérez comme Algérien? Comme Algérien, parfaitement. Je me considère comme Algérien, je suis né sur cette terre, et je vis sur cette terre et j'y resterai sur cette terre. Le général de Gaulle vient d'ouvrir la voie à l'indépendance. 23 minutes de discours qui vont être un tournant majeur de la guerre d'Algérie. Quelques jours plus tard, il renouvelle ses propositions. 3 options, la francisation, le gouvernement des Algériens par les Algériens ou la sécession. Je dis à tous les Algériens, de toutes les communautés, de toutes les tendances, de toutes les idées, vous pouvez, vous devez participer à cette transformation qui va faire de l'Algérie un pays d'hommes libres, dignes, fiers, prospères. La guerre que vous menez, la sombre guerre que vous menez, n'a plus de véritable explication. Il y a beaucoup mieux à faire pour votre ardeur, pour votre courage, pour votre amour de la terre natale. Vous, les Français d'Algérie,
Vous qui avez tant fait, là, pendant des générations, si une page a été tournée par le grand vent de l'histoire, eh bien, il vous appartient d'en écrire une autre. Trêve de vaines nostalgies, de vaines amertumes, de vaines angoisses. Prenez l'avenir comme il se présente et prenez-le corps à corps, puisque jamais vous êtes un levain dans une pâte, puisque jamais l'Algérie a besoin de vous et puisque jamais la France a besoin de vous en Algérie. Le gouvernement provisoire de la République algérienne refuse la proposition. Le bras politique du FLN exige l'indépendance totale avant toute discussion. Les partisans de l'Algérie française crient à la trahison. Ils entrent en dissidence. Le général Massu, l'un des hommes du 13 mai, lui qui avait pris la tête du comité de salut public pour le retour du général de Gaulle, critique vivement sa politique dans la presse allemande. Notre plus grande déception, dit-il, a été de voir le général devenir un homme de la gauche. Le 19 janvier 1960, il est muté en métropole. La population entière de l'Algérie sait maintenant que le général Massu a été convoqué à Paris par messieurs Debray et Guillaume. En réaction au départ du général Massu, le héros pour certains de la bataille d'Alger, des partisans de l'Algérie française décrètent une grève générale. Massu, 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 l'Algérie française, de Gaulle à Moscou. Le 24 janvier, à la fin de la manifestation, la foule érige des barricades contre les forces de l'ordre. À 6h, les premiers coups de feu sont lâchés dans les rues d'Alger. Des grenades lacrymogènes éclatent un peu partout. Dégagez la rue! Un affrontement général prend toutes les personnes qui sont dans le périmètre gardé par les barricades. Dégagez la rue! Il est très difficile d'avancer dans le centre d'Alger. J'essaye actuellement de regagner la rue Pasteur pour transmettre. Plusieurs blessés sont là qui perdent du sang en abondance. Un garçon devant moi est transporté. Il a reçu une balle en pleine tête. La semaine des barricades vient de commencer. 20 morts. Le général Chal fait une déclaration le soir même en Algérie. Avec l'accord du délégué général du gouvernement, je considère la ville en état de siège. Tout rassemblement de plus de 3 personnes est interdit. Si nous devons mourir, nous mourrons tous français. Des militaires ont fraternisé avec les insurgés. Ils occupent le centre-ville d'Alger. L'Empire est détruit. Les responsables sont les politiciens à quelques partis qu'ils appartiennent. Les trahisons d'infâmes personnages ont amené la chute de Dien Bien Phu. Après l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, que restera-t-il ? 1960. Dans le monde, l'heure est à la décolonisation. Les puissances internationales veulent voir cette guerre se terminer. De Gaulle sait qu'il lui faut tenir sa ligne. Il réaffirme l'autodétermination des Algériens. Il est clair que le progrès, l'unité, le prestige du peuple français sont en cause et que l'avenir lui est bouché tant que le problème algérien ne sera pas résolu. Compte tenu de tout cela, j'ai pris au nom de la France la décision que voici. Les Algériens disposeront librement de leur destin. Les Algériens diront ce qu'ils veulent être, cela ne leur sera pas dicté. L'autodétermination est la seule politique qui soit digne de la France. Elle est la seule issue possible. L'autodétermination est le seul moyen qui puisse permettre aux musulmans d'exorciser eux-mêmes le démon de la sécession. Le 31 janvier 1960, les forces de l'ordre finiront par reprendre le contrôle. Les figures du mouvement, les pro-Algérie française, Joseph Ortiz et Pierre Lagaillarde, sont en fuite. Pendant ce temps-là, les négociations ont commencé entre De Gaulle et les dirigeants indépendantistes algériens. Les tractations vont durer 2 ans. L'un des enjeux, le Sahara, réserve d'hydrocarbures et terrain d'expérimentation de l'arme nucléaire. Sous le nom de code Gerboise Bleue, la France réalise son premier essai nucléaire le 13 février 1960. Mon général, que va-t-il se passer? Eh bien, lorsque tous les feux seront verts, je vais donner l'autorisation
de lancer le programmage à partir duquel toutes les opérations se dérouleront automatiquement jusqu'au moment final de l'explosion. Nous arrivons à l'instant crucial. 5, 4, 3, 2, 1, top! À Paris, les intellectuels se mobilisent de plus en plus contre la guerre d'Algérie. Au mois de septembre, le manifeste des 121 est publié. Parmi les signataires, Françoise Sagan, Marguerite Yourcenar, Jean-Paul Sartre. Ils condamnent la torture et prônent le droit à l'insoumission. Quelques jours plus tard, De Gaulle propose l'idée d'un référendum et se prononce pour la République algérienne. L'Algérie algérienne. Réponse de Ferhat Abbas, le président du GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne. Opprimé et asservi durant plus d'un siècle, écrasé, torturé et martyrisé depuis le 1er novembre 1954, vous vous êtes dressé dans un élan irrésistible et avez offert vos poitrines nues aux balles de l'ennemi. La bataille que vous venez d'engager a pris une grande ampleur. Cette bataille doit maintenant prendre fin. Le gouvernement français se propose d'organiser un prétendu référendum le 8 janvier prochain et de nous imposer un statut. C'est une autre bataille à laquelle vous devez vous préparer. Vous serez appelés à faire échec à cette sinistre mascarade. L'indépendance de l'Algérie s'inscrit chaque jour un peu plus dans les faits. La victoire est certaine. Vive le peuple algérien, vive la République algérienne, vive l'Algérie indépendante. À Alger, le mois de décembre 1960 est marqué par de nombreuses manifestations entre partisans et opposants à l'Algérie française. C'était tout de suite la première bagarre, les premiers coups. Quelques projectiles, des pierres, des planches qui volent, une échelle qui tombe, encore une pierre qui va me passer au ras de la tête. Et la police charge. La police charge tout de suite à coups de bâton. Elle se précipite sur les étudiants de l'AG qui fuient à l'intérieur de l'université. Est-ce qu'il y a eu des menaces? Est-ce que ça a été une manifestation organisée? Non, vous savez, on était au cinéma, ils sont venus des provocateurs français, là, nous tirer dessus et tout. Mais vous faites une différence entre les Français d'ici, les Français... Ah, bien sûr, c'est normal, c'est normal. C'est bien. Pas même caractère, ni si, disons même franchement, c'est le racisme. Et donc vous allez essayer de continuer cette manifestation? Oui, on va essayer de continuer le plus possible. Enfin, on peut peut-être qu'on attend une déclaration du général de Gaulle ou quelque chose comme ça. Christian Bernadac s'entretient avec un Algérien favorable à l'indépendance. On dit que les musulmans sont tous des racistes et que leur haine va contre le roumi, contre le français. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai ça. Ce n'est pas vrai parce que malgré qu'ils ont la haine, mais si on leur donne l'indépendance, toute cette haine va s'effacer. Et vous croyez qu'avec l'indépendance, il pourra y avoir un rapprochement à nouveau entre les deux communautés? Oui, il y aura un rapprochement. Vous envisagez l'avenir comment maintenant que ces événements sont passés, avec le recul, comment envisagez-vous l'avenir pour vous, musulmans? Est-ce que vous croyez qu'un fossé définitif est creusé entre la communauté européenne et la communauté musulmane? Oui, le fossé a été creusé par les Français d'Algérie, car ils ont manifesté trop souvent pour l'Algérie française, alors qu'ils vivent dans cette Algérie où il y a beaucoup plus de musulmans qui cherchent, qui ont un idéal, qui ont un but. Ils essayent toujours d'entraver et de creuser le fossé et de faire des représailles, de tuer n'importe qui, malgré qu'il soit avec eux ou contre eux, ils le tuent sans but. Alors, je crois que c'est eux-mêmes qui ont creusé leur fossé. Oui. Et ils vont tomber dedans. Dans quelques jours, ce sera le référendum. Vous aurez 3 possibilités. Un bulletin blanc, un oui, un non. Qu'est-ce que vous allez choisir? Moi, je vais choisir un oui. Le référendum a lieu quelques jours plus tard, le 8 janvier 1961. À voter.
226. Garde, Jean. À voter. Coral Stein épouse l'épine Hélène. À voter. Ah. Ah, c'est une ancienne carte. Oui, j'ai pas reçu la nouvelle. C'est effrayant. Lagache. Épouse garde Françoise. Et ben c'est en dessous, c'est 133. À voter. Si l'on considère les résultats de cette journée où l'on votait en Algérie dans les grandes villes, on s'aperçoit qu'il y a dans les résultats que nous connaissons pour l'instant une différence considérable. Les abstentions de musulmans ont été massives, tandis qu'hier et avant-hier, ils ont voté dans la proportion de 66% environ. Comment expliquez-vous cela? Les élections en Algérie font rire les Algériens. Messali Hadj, le président du mouvement national algérien. C'est parce qu'elles ne sont pas libres. Et l'autre peuple veut que ses représentants soient considérés, que le gouvernement français, enfin, discute avec eux et qu'on en finisse avec tous ceux qui sont à la base, précisément, de ce drame algérien. Le premier référendum de la Ve République donne largement la victoire au camp du oui. 75% des électeurs en métropole, 70% en Algérie. Alors, m'a dit un Européen tout à l'heure comme je sortais de l'hôtel. Alors je crois que cette fois ça y est, on peut la boucler la valise. L'ironie amère de ces propos, je l'ai trouvé ce matin dans toutes les conversations. Un seul interlocuteur m'a dit, eh bien, puisqu'il le faut, on descendra encore une fois dans la rue. Cet interlocuteur a 18 ans, ceux qui l'écoutaient l'ont traité de fou. Maintenant ici, les Européens tendent le dos, ils se demandent ce qui va se passer. Ils attendent de savoir ce que va faire De Gaulle. De Gaulle, il n'a qu'une chose à faire, m'ont dit tous les Européens. Puisqu'il a son oui franc et massif, qu'il fasse la paix, mais qu'il la fasse très vite. Tout, plutôt que l'incertitude, la confusion dans laquelle nous vivons depuis des années, surtout depuis mai 1958. Les hommes du 13 mai 1958 n'acceptent pas cette défaite. Le général de Gaulle est un traître. Quelques mois plus tard, 4 généraux vont organiser le putsch d'Alger. Le 22 avril 1961, le Premier ministre Michel Debré prend la parole. Des unités de la Légion étrangère se sont emparés des édifices officiels à Alger et ont fait prisonnières les autorités civiles et militaires. Des hommes irresponsables imposent ainsi une nouvelle épreuve à la France. Les généraux Chasles, Jouhaud, Salan et Zeller tentent de prendre le pouvoir. Alain Raymond est en direct d'Alger. Pour l'instant, j'ai des parachutistes dans mon bureau. Ils sont là, ils me gardent. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien envoyer sur Paris, comme je vous l'ai dit, d'une part par la ligne, sauf puisque vous venez de m'appeler au téléphone, mais autrement, toutes les communications sont coupées avec la métropole. Le soir du 23 avril, De Gaulle improvise une allocution. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité. Un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques. Leur entreprise ne peut conduire qu'à un désastre national. Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. J'interdis à tout Français, et d'abord à tout soldat, d'exécuter aucun de leurs ordres. Michel Debré appelle les Parisiens à se rendre aux aéroports, à pied ou en voiture, pour barrer la route aux parachutistes. Mais ils ne débarqueront jamais en métropole. Le général Chasles l'avait interdit. Chasles se rend quelques jours plus tard. Le putsch est un échec. Le contingent n'a pas suivi. De Gaulle est resté ferme, avec derrière lui le soutien de l'opinion en métropole. Maurice Chasles est condamné à 15 ans de prison. Les généraux Salan et Jouhaud rejoignent l'organisation de l'armée secrète. L'OAS frappe où elle veut, quand elle veut, qui elle veut. Leur slogan apparaît sur les murs d'Algérie au printemps 1961. Leurs actions s'étendent jusqu'en métropole. Monsieur, vous êtes le concierge? Oui, monsieur, oui. Je vois que vous êtes blessé. Naturellement, j'ai été assez sonné par l'explosion. J'ai eu une coupure à l'oreille, enfin trop au genou, ce n'est quand même que quelques contusions. Nous avions été prévenus par la police 2 jours avant de faire attention, de surveiller quand même les abords de l'immeuble ou autre, même la nuit. Monsieur Minot, président du conseil municipal de Paris, habitant l'immeuble, pouvait très bien avoir certains ennuis ou autres.
L'organisation de l'armée secrète est créée en février 1961 par les figures du mouvement de la Semaine des barricades. Lors du procès, Pierre Lagaillarde s'enfuit en Espagne. Sous le régime franquiste, il donne naissance au sigle OAS. Une fois le putsch d'Alger raté, le général Salan prend la tête du mouvement. C'est le dernier rempart, pense-t-il, à l'indépendance de l'Algérie. Objectif, faire échouer les négociations entre le gouvernement et le FLN par tous les moyens. Nous sommes le 8 septembre 1961. L'endroit où a eu lieu l'attentat contre le général de Gaulle est déjà presque l'objet de pèlerinage touristique. Une cinquantaine de personnes dont les voitures sont arrêtées sur les bords de la route sont là, sur l'herbe, se passant de main en main des morceaux de pain de plastique qui ont été retrouvés de chaque côté du fossé. Lors du passage du général de Gaulle, le détonateur explose et pour une raison qu'il appartient aux experts sans doute de déterminer, le plastique n'explose pas. Une flamme s'élève à ce moment-là, mettant le feu aux herbes et projetant sur la route, c'est encore visible, la valeur de 3 ou 4 pelletées de sable. À Pont-sur-Seine, les habitants ont entendu le bruit de la détonation. Ils ont encore du mal à préciser l'heure, entre 9h30 et 10h, disent-ils. Un des auteurs de l'attentat, Martial de Villemandy, a été arrêté. Il semble qu'un certain nombre de personnes aient participé au complot. Il est même certain qu'il s'agit de l'OAS. Attentats en métropole et en Algérie. 1961, les violences de l'OAS se multiplient et l'organisation bénéficie de soutien parmi la population des Français d'Algérie. Les Algérois se sont rendus compte que dans la nuit, on avait réitéré sur les murs les consignes de l'organisation. Ici, c'est une immense inscription OAS pavoisée qui a été tracée au goudron. Ailleurs, une multitude de sigles de l'organisation suivis du nom de l'ex-général Salan. Ces consignes rappellent aux Algérois que demain doivent apparaître sur ordre de l'OAS, sur les immeubles, les toits, des drapeaux noirs ou foncés portant les 3 lettres connues. On murmure que les Européennes cousent sans cesse depuis jeudi ces sortes de drapeaux. Ce matin, 2 charges explosives ont encore sauté. Il y avait eu aussi dans la matinée, au début de la matinée à 7h, un attentat individuel qui a fait un mort, un Européen. À Oran, ce matin, en fin de matinée, un musulman, boulevard de Front de Mer, a été jeté par-dessus une rambarde par des manifestants européens. Il a fait une chute de 40 mètres, mais n'est pas mort. Un musulman a été également poignardé rue de Mostaganem, et dans un quartier musulman, le quartier Saint-Pierre, le marché du Four a été partiellement saccagé. Le 17 octobre 1961, 20 000 Algériens manifestent pacifiquement à Paris pour l'indépendance et pour dénoncer un couvre-feu discriminatoire qui ne s'appliquait qu'à eux seuls. Alors au début, ces manifestants, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh bien, pour partir, c'était très bien. Ils allaient d'un pas vif, n'est-ce pas ? Mais sans rien. C'est le retour qui n'a pas été aussi bien. C'est-à-dire après le choc avec les gendarmes. Voilà. Ils empêchaient les voitures de circuler. Là, ils ont pris toutes les barrières. Ils les ont mis en travers de la route. Savez-vous s'il y avait eu beaucoup de blessés ? J'en ai vu revenir avec la figure en sang. J'en ai vu porter un. Je suis sûre que sur les épaules qu'il était mort. Alors, en remontant, ils étaient fous. Ils criaient « Algérie algérienne ». Vive les Falagas, les FLN. C'est invivable, monsieur. Vous voyez, j'ai un bel appartement, mais je cherche, même à plus petit, à prendre n'importe quoi pour foutre le camp d'ici. On n'ose plus les laisser rentrer tout seuls, les gosses. Puis c'est impossible, on a des Nord-Africains juste à côté, on a peur qu'ils leur lancent quelque chose, et puis évidemment, les fenêtres se touchent, on tremble. Je sais pas que je suis contre les Algériens, mais enfin, moi je veux pas me mouiller là-dedans. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je dis qu'une chose, s'ils demandent leur indépendance, qu'on leur donne, et puis c'est tout, puis qu'on soit tranquille. Moi, je suis ouvrier, j'ai pas grand-chose à défendre là-bas. Climat de peur et de racisme latent en métropole, mais la violence a définitivement été cette nuit-là du côté de la police parisienne. On ne le sait pas encore, mais les forces de l'ordre dirigées par Maurice Papon ont fait un massacre. Des Algériens sont jetés dans la Seine, il y a au moins 120 morts, des milliers d'autres sont arrêtés. À 17h très précise, dans un coin reculé de l'aérodrome d'Orly, 2 cars de police ont amené les musulmans qui ce soir sont rapatriés vers leur douar d'origine. À Orly, Jacques Ourevitch pour Europe numéro 1. Tous sont mal rasés, un petit peu sales. Aucun d'entre eux n'a de bagages. Certains ont sur la tête des pansements. Restent des manifestations de ces jours derniers. Est-ce que c'est une punition pour vous de retourner en Algérie ? Non, monsieur.
Pas du tout, c'est pas une punition. Au contraire, on est vraiment heureux de partir parce qu'en ce moment, on ne sait pas sur quel pied danser. On n'arrive pas à dormir la nuit entière, tout le temps des perquisitions, de ceci, de cela, même en travaillant, même en faisant n'importe quoi. Vous travaillez, vous? Je travaille également, oui, monsieur. Je travaille et j'ai 2 enfants en France avec une Française et il est encore enceinte d'un 3e. Surtout quand moi j'ai laissé mon fils tout seul. Alors il m'oblige de partir. Et puis je travaille tout le temps depuis que je suis en France. Je suis en France depuis 1947, jamais arrêté aucun jour de travail. Les exactions de l'OAS se multiplient. Le 15 janvier 1962, Julien Besançon est à Alger. Il rapporte sur Europe 1 l'entretien qu'il vient d'avoir avec l'un des responsables du gouvernement français. La seule direction est qu'il n'y a pas de direction. L'OAS n'attend même plus le putsch impossible et ne cherche que l'augmentation de la pagaille. Le FLN, hors d'haleine, attend l'indépendance. La masse attend la paix. Elle attend dans la trouille, et ce fonctionnaire d'habitude calme tapait du poing sur la table, attend dans la trouille que ça s'arrête. Mais ça ne s'arrête pas, ça continue. Et c'est ça qui est grave. Voyez-vous, depuis des années, tout le monde dit ici que le grand jour de l'accord franco-FLN, ce sera une Saint-Barthélemy entre les 2 communautés. Mais on y est en plein dans la Saint-Barthélemy. 100 morts par semaine, qu'est-ce que c'est? Et personne n'y peut rien. À moins de mettre un gendarme derrière chaque Européen et un CRS derrière chaque musulman, il n'y a pas de raison que ça change. D'eux-mêmes, les musulmans ont quitté les quartiers où ils étaient en minorité et les Européens ont rallié leurs bastions traditionnels, Bellecour et Bab el-Oued. Chacun s'enferme chez soi. Mais dès qu'un individu étranger au quartier approche, les guetteurs le signalent aussitôt et gare à lui s'il est européen chez les musulmans et musulman chez les Européens. C'est aux limites des quartiers qu'on se tire dessus, ou alors, la nuit venue, dès 6 heures du soir, des commandos en voiture mitraillent, grenades, assassinent au hasard. À Paris, des manifestations pour la paix s'organisent. Il est 16h30 et 300 à 400 jeunes gens défilent place Clichy pour crier paix en Algérie. Ils lancent également des tracts qui s'intitulent 1er novembre 1954, 1er novembre 1961, pour que nos jeunes soldats regagnent leur foyer, pour que cessent les violences, pour que soit signée la paix. L'organisation de l'armée secrète, l'OAS, dirigée en métropole par André Canal, dit le Monocle, va bientôt susciter l'indignation générale lorsque le visage en sang d'une petite fille, Delphine Renard, 4 ans, s'étalera à la une de tous les journaux. Retrouvez tous les épisodes d'Ici Alger, Europe numéro 1 sur europe1.fr, l'appli Europe 1 et toutes vos plateformes d'écoute. Ici Alger, Europe numéro 1. Si c'est le dernier dimanche de guerre, c'est peut-être le dernier dimanche de calme. Voulez-vous que l'Algérie devienne un État indépendant? Les 60 ans des accords d'Évian. Pauline Jacot. Février 1962, alors que les négociations continuent entre le FLN, le GPRA et le général de Gaulle, l'organisation de l'armée secrète multiplie les attentats. Dans son viseur, le ministre des Affaires culturelles, André Malraux. Ici Alger, Europe numéro 1. Épisode 4, Halte au feu. Le 7 février 1962, les hommes de l'OAS déposent une bombe au rez-de-chaussée d'un hôtel particulier de Boulogne, les appartements du ministre, pense-t-il. André Malraux vit en fait dans les étages au-dessus. De toute façon, il est absent ce jour-là. Dans le salon à l'heure du déjeuner, c'est la petite Delphine Renard, 4 ans, qui lit un livre en attendant de repartir à l'école. C'est un scandale. On l'a pas vu déposer. Bernard, je suis chaman de Paris. Mon émoi, c'est que ça fait 4 ans que je vois 2 sergents de ville ici rigoler jour et nuit avec des chauffeurs, etc. Et qu'à 20 mètres des sergents de ville, on fait des coups comme ça. Et j'ai une de mes élèves qui me dit ici. La bombe a explosé au visage de la fillette. La photo de Delphine Renard, le visage en sang, sera le lendemain dans tous les journaux. Ses yeux sont recouverts de pansements. Oui, monsieur. Oui, elle s'étonne de ne rien voir ou... Ah ben, dès le départ de l'accident, elle s'en est étonnée, puisqu'elle est restée debout, et c'est ce qu'elle a prononcé tout de suite, je vois tout noir. Au début du mois de février, l'OAS revendique une dizaine d'attentats. Celui qui a visé la petite fille révulse l'opinion. Le lendemain, le 8 février 62, une manifestation contre l'organisation de l'armée secrète est organisée, mais elle n'est pas autorisée par le préfet de police, Maurice Papon. Premier heurt violent, les manifestants se sont emparés de pierres et de boules de macadam et les jettent sur le service d'ordre qui charge avec des bâtons longs d'1 mètre.
Les manifestants sont maintenant beaucoup plus nombreux qu'à 18h. Très difficile à évaluer. 5000 à 6000 me semble-t-il. Pourquoi vous avez des cailloux dans la main? Parce que les flics nous ont frappés tout à l'heure. Certains insinuent, monsieur le directeur général, que, en fait, si vous voulez, des groupes de gardiens de la paix ont profité de la situation pour se livrer à des violences anormales. Mes chefs de service qui sont ici m'ont au contraire affirmé que les unités dont ils avaient hier le commandement avaient fait preuve d'une homogénéité absolument totale. Le cortège commençait à se disloquer lorsque les forces de police sont arrivées au pas de charge, matraque en l'air, et ont commencé à taper sur la foule qui a reflué en masse. Une partie de cette foule s'est engouffrée dans la bouche du métro Charonne, qui est à cet endroit très large. Les lignes de gens arrivés en bas des marches se sont trouvées bousculées et renversées par ceux qui arrivaient derrière et se sont trouvés écrasés par des couches successives de manifestants qui se précipitaient, qui s'engouffraient dans l'escalier. Et au bout de quelques instants, plus personne ne passait, tout le monde était couché, empilé, et il était impossible de dégager ceux qui se trouvaient en dessous. Vous êtes sûre, madame, vous avez vu 2 personnes mortes de vos yeux? J'en suis sûre. On les a transportées, on a transporté ces personnes sur le quai du métro Charonne. Il y en a un autre qui est mort après devant moi. Il est mort absolument devant moi. Mort, c'est sûr, monsieur. Voilà. Oh, vous les avez vus? Moi, je sais, c'est le toubib qui était avec nous qui nous l'a dit qu'il y en a mort. 9 morts, 3 femmes, un adolescent de 16 ans et des centaines de blessés. Sur le front diplomatique, Louis Joxe, le ministre d'État en charge des affaires algériennes, conduit les négociations. Le gouvernement FLN est d'accord pour arrêter les combats. Le GPRA a approuvé ce matin les modalités du cessez-le-feu et le protocole de coopération avec la France négocié avec M. Joxe à la frontière franco-suisse. Il n'a fallu que 3 heures aux dirigeants du FLN pour avaliser ces textes et décider de les soumettre tels quels au CNRA qui va se réunir à partir de jeudi à Tripoli. Une période de 4 à 6 mois doit s'ouvrir entre le cessez-le-feu et le référendum. Les négociations avancent. À Alger, l'OAS continue ses attaques. Les explosions ont repris maintenant, elles viennent toujours du haut de la ville. Cependant, tout à l'heure, on a pu entendre des rafales de mitraillettes qui venaient, elles, du bas de la ville. On entend maintenant siffler plus loin le slogan « Algérie française, Algérie française ». Un monsieur qui se trouve à côté de moi me dit qu'il a compté 68 explosions. C'est bien ça, monsieur? 68, oui, 68. Il y a d'abord eu Melun en 1960, Évian, Lugrin, les Rousses, les villes des discussions se succèdent. Ce sera Évian à nouveau au début du mois de mars 62, là où les négociations vont entrer dans leur dernière ligne droite. 8 mois après la deuxième conférence franco-FLN, celle de Lugrin, celle du mois de juillet dernier, les hélicoptères suisses se sont posés de nouveau ce matin sur la rive française du lac Léman. Seuls, dit-on, les négociateurs des Rousses, tant du côté français que du côté FLN, participeront aux conversations proprement dites, à l'étude des dossiers. Ce qui modifie radicalement le climat par rapport même au dernier pourparlers secret du Jura, c'est qu'aujourd'hui, les plénipotentiaires des 2 camps sont pleinement en mesure de conclure et ils sont venus pour cela. Et si c'était le dernier dimanche de guerre? Cette interrogation, je l'ai entendue ou je l'ai vue à plusieurs reprises aujourd'hui. Et si c'était la paix à portée de la main? Alors, ce n'est encore qu'une question, mais qu'elle soit posée ici ouvertement par des Européens ou des musulmans, c'est assez nouveau. Ce matin, le premier qui m'a posé la question, alors c'est fini bientôt, c'était un musulman, je le connais depuis des années. Il habite la Redoute. Il faut que ça finisse, m'a-t-il dit. Tout à l'heure, en sortant de chez moi, j'ai vu un jeune, 15-16 ans. Il avait une grenade dans la main gauche, un pistolet dans la main droite. Il a vidé le chargeur de son pistolet et jeté sa grenade avant d'être tué. Il a tué 2 personnes. Et je suis sûr qu'il a fait ça sans raison et qu'il a tué au hasard. Pendant ce temps, un confrère était tué d'une balle dans la tête par un musulman. C'est peut-être le dernier dimanche de guerre, mais c'est le premier journaliste tué. Jean-Hubert Poggi, journaliste à la Dépêche d'Algérie. Le dernier dimanche de guerre, a dit un homme de l'OAS. Si c'est le dernier dimanche de guerre, c'est peut-être le dernier dimanche de calme. C'est la phase finale des discussions. À Évian, le 12 mars 1962, il ne reste plus qu'à mettre en forme le texte final. À l'approche du dénouement, les négociateurs durcissent leur position. Et puis finalement, les négociations aboutissent à un cessez-le-feu. Les accords d'Évian, signés le 18 mars 62, mettent fin officiellement et politiquement à l'affrontement entre les forces françaises et le mouvement nationaliste algérien. Le soir du 18 mars, le général de Gaulle s'adresse aux Français depuis le palais de l'Élysée. La conclusion du cessez-le-feu en Algérie, les dispositions adoptées pour que les populations y disposent de leur destin,
la perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante, coopérant étroitement avec nous, satisfont la raison de la France, française, français, pour que soit solennellement ratifié ce qui vient d'être décidé, pour que soit en conséquence et en dépit des derniers obstacles accompli ce qui doit l'être. Il faut maintenant que s'exprime très haut l'approbation et la confiance nationale, ce qui signifie les vôtres. Je compte donc vous le demander. Organisation du scrutin du référendum, aide économique à l'Algérie, sauvegarde des intérêts français dans le Sahara, les accords d'Évian mettent fin à 132 ans de colonisation et près de 8 années de guerre. À cette heure-ci, Alger semble avoir retrouvé son calme. Le concert de casseroles qui avait commencé aussitôt après le discours du général de Gaulle aux alentours de 20h s'est terminé peu après 21h. Mais pendant plus d'une heure, ça a été un vacarme assourdissant dans presque tous les quartiers d'Alger et surtout dans les quartiers européens. Sifflets, de faitout, de cuisine, marche des Africains joués sur des pick-up fenêtres ouvertes pendant plus d'une heure, je vous l'ai dit. Le flash officiel du général Ayret, commandant supérieur des forces armées en Algérie, a été envoyé à tous les postes en Algérie. Le texte de ce télégramme officiel et le télégramme officiel annonçant le cessez-le-feu à l'armée en Algérie est le suivant. Cessez-le-feu lundi 19 mars à midi, stop. Instruction pour application cessez-le-feu exécutoire même jour, même heure. Signé Genessu. À midi, j'ai regardé ma montre, rien ne s'est passé, pourtant c'était le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu n'a pas été sonné au clairon ou carillonné, d'abord pour des raisons politiques. Cette guerre, de l'avis des belligérants même, ne doit pas avoir fait de vaincus. Donc les deux parties ont tempéré leur joie s'ils en avaient. À midi, dans les casernes, on a affiché un feuillet imprimé, le dernier ordre du jour du général Ayret. Il porte le numéro 11. Voici cet ordre du jour lu par le porte-parole militaire. Le cessez-le-feu qui vient d'intervenir met fin à plus de 7 années de combat, au cours desquels notre armée avait la mission de s'opposer aux actes de force d'un adversaire souvent exalté, mais toujours courageux. Son rôle ici n'est pas terminé. Elle doit, par sa présence, et si cela est nécessaire par son action, contribuer à empêcher que le désordre l'emporte, quels que soient ceux qui tenteraient de le déchaîner de nouveau. Discours ému de la députée Marcelle Devaux à l'Assemblée nationale. Amis d'Algérie, frères d'Algérie, ne soyez pas tristes. Ne restez pas crispés sur les positions que vous occupez. Ne vous stérilisez pas dans une opposition qui ne donnera rien. Je vous en prie, sortez de vous-même. Essayez d'abandonner cette opposition stérile ou ces gestes désespérés qui deviennent malfaisants. Tournez-vous résolument vers l'avenir. Essayez de comprendre tout ce qu'on peut tirer de la situation présente. Ouvrez tout grand vos bras et vos esprits et vos cœurs. Ne laissez pas passer la chance de l'association comme vous avez laissé passer celle de l'intégration, je vous en supplie. Le 18 mars 1962 marque effectivement la fin de la guerre, mais pas celle des violences. Un sergent de la coloniale qui semblait croire que les musulmans qui étaient là lui en voulaient. Certainement, l'attitude de ces musulmans était hostile. J'ai vu la scène, a sorti son pistolet, aussitôt des cris. La situation devenait extrêmement explosive. Le commandant s'est porté vers lui et lui a dit « Range ton pistolet, reste tranquille ». Le musulman, perdant la tête, a dit à ce commandant « Mais vous déshonorez l'armée française ». Le commandant lui a donné un coup de poing dans la figure, lui a tordu le bras et lui a dit « Toi, circule, tu perds ton calme ». Puis il est revenu vers moi et a dit « Vous voyez, nous sommes sur une poudrière. Il a fallu que je lui donne ce coup de poing. Depuis ce matin, je n'ai plus de voix, je crie, j'essaye de tout recoller et malgré tout, tout explose ici et tout peut exploser. Les balles sont pas passées très loin. Pas la peine de faire. Ça tire à environ 25 mètres ou 30 mètres sur ma gauche. Et juste devant moi, dans l'axe de la rue Pasteur où je suis actuellement, encore une rafale ou deux. Et le calme revient. C'est ça, Alger.
Au moment du cessez-le-feu, l'OAS redouble de violence. Ordre de grève générale, elle veut torpiller les accords. L'organisation de l'armée secrète tente d'impliquer les Français d'Algérie dans son combat contre les autorités. Très bien implantée dans le quartier de Bab el-Oued, l'OAS lance une insurrection le 23 mars 1962. Le quartier est bouclé. Une manifestation est organisée 3 jours plus tard pour briser le blocus. Elle est interdite par les autorités. Des tirailleurs sont en place pour faire régner l'ordre. Mon lieutenant de l'énergie, mon Dieu! Halte au feu! Halte au feu! 14h45, le 26 mars 1962, l'armée tire sur des manifestants pacifistes. C'est la fusillade de la rue d'Isly. Halte au feu! Mon lieutenant, criez, je vous en supplie! Halte au feu! Halte au feu! Au nom de la France, halte au feu! Au nom de la France, halte au feu! Mon lieutenant, vite, envoyez votre lieutenant! Non, n'ayez pas peur! Halte au feu! Je veux voir le poste. René Duval, correspondant d'Europe 1, ouvre son micro. Un homme le plaque au sol, il évite les balles. Autour de lui, les corps tombent. Halte au feu! Communiquez! Appel marron! Allez! Victoire d'arrêter les sergents! Sortez là! Les sergents, allez-y! Victoire d'arrêter! Halte au feu! Combien ils sont allongés là? Voilà, halte au feu! Oui, halte au feu, monsieur! C'est les balcons, fusil! C'est les balcons! Halte au feu! Vous êtes des Français, non? C'est pas nous, monsieur, c'est les balcons! 2 heures, arrêtez! On est des Français, on est 2 heures! Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir un peu en arrière. Un lieutenant de tirailleurs qui commandait une section de tirailleurs. Ils étaient en position. À plusieurs reprises, la foule est allée vers eux. À plusieurs reprises, ils ont été enfoncés. À plusieurs reprises, ils ont dû se reformer. J'ai vu ce transmetteur des tirailleurs avec son walkie-talkie qui demandait des ordres et qui pleurait car les gens autour de lui s'accrochait à son cou, à ses bras, lui disait « Mais nous sommes français, laissez-nous passer ». Et il répondait « Mais j'ai des ordres, je ne dois pas vous laisser passer ». À un moment donné, ce lieutenant a fait pour la 3e ou 4e fois peut-être redisposer ses hommes perpendiculairement à la rue pour faire barrage. Nous avons entendu vers le haut, venant du haut, une longue rafale qui a déclenché tout la longue fusillade. À ce moment-là, ça n'a pu être qu'une sorte de panique générale. Les hommes, les femmes se marchaient dessus, arrachant leurs vêtements, abandonnant sur la chaussée leurs chapeaux, leurs lunettes, leurs chaussures, qui en est encore jonchées dans les mares de sang à l'heure actuelle. Nous tous, qui étions là, qui avons vu à l'endroit où ça s'est déclenché, nous-mêmes, nous ne pouvons pas donner une explication logique à la tiraillade initiale au début de la fusillade. Au moins 49 morts selon le bilan officiel, plus d'une centaine de blessés. Pour la première fois, les Français d'Algérie comptent leurs morts par dizaines dans une manifestation. La rue d'Isly, tragédie franco-française, passée sous silence par le général de Gaulle. Le soir même, il fait une allocution et appelle à voter oui au référendum qui doit se tenir le 8 avril prochain sur les accords d'Évian. Répondre affirmativement et massivement à la question que je pose aux Français, c'est pour eux me répondre à moi-même qu'en ma qualité de chef de l'État, ils me donnent leur adhésion, qu'ils m'attribuent le droit de faire, malgré les obstacles, ce qu'il faut pour atteindre le but. Bref, que dans la tâche très rude qui m'incombe et dont l'affaire d'Algérie n'est que l'une au milieu d'autres, j'ai avec moi leur confiance pour aujourd'hui et pour demain. Françaises, Français, vous le voyez,
il va peser lourd le oui que je demande à chacune et à chacun de vous. Les attentats du FLN continuent. De son côté, l'OAS pratique la politique de la terre brûlée. Elle fait exploser les réserves de pétrole à Oran. Elle massacre des musulmans. Des Français d'Algérie continuent de rentrer par centaines en métropole. Vous êtes originaire d'Algérie, monsieur ? Oui. Oui, pour quelle raison êtes-vous venu en métropole ? Trouver du travail, parce que j'ai abandonné tout ce que j'ai en Algérie. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont dans votre cas ? Toute l'Algérie entière. Qu'est-ce que vous avez dans votre paquet sous le bras ? Ma caisse d'outils pour travailler. D'où êtes-vous ? d'Oran. Quelle est la situation dans la ville actuellement ? Pas agréable. Qu'entendez-vous par pas agréable ? Écoutez, comme des gens qui souffrent. Vous avez laissé vos parents en Algérie ? Oui. Et pourquoi vous êtes-vous envoyé en métropole ? Non, parce que à Alger ça va très mal, alors comme j'ai peur des bombes et des coups de mitraillette. 8 avril 1962, référendum sur l'indépendance de l'Algérie, un oui massif, plus de 90% des voix. Quelques jours plus tard, Abderrahmane Farès prend la tête de l'exécutif provisoire en Algérie. L'OAS est en bout de course, mais elle poursuit son déchaînement de violence. Ce matin, on parle surtout à Alger de cet attentat où 2 petits garçons musulmans qui jouaient au ballon dans la rue devant l'appartement de leurs parents ont été abattus. Ils étaient nombreux dans la voiture, ceux qui ont tiré ? Oui, j'étais 4. Ils ont ouvert, ils ont tiré au hasard, comme ça, sur les enfants ? Oui, ils ont tiré comme ça, ils sont partis. Je sais pas comment ils tirent sur les enfants comme ça, ils s'en foutent. Avril 1962, la France ordonne de désarmer les harkis, ces musulmans qui se sont battus aux côtés des soldats français. Il y a déjà eu pas mal de cas où des Moazni ou harkis ont pris le maquis, se sont fait récupérer l'arme par des félagas et ensuite se sont fait égorger. Vous avez pensé au moment où vous avez enlevé leur arme à ces musulmans ? Ce que j'ai pensé, c'est que j'avais trompé pendant plusieurs années ces musulmans en leur promettant qu'on resterait et que maintenant je suis en train de faire les malles pour partir. Dire qu'on est fier de ce geste-là, non. Christian Bernadac est en reportage en Kabylie au printemps de l'année 1962. Ces petites filles qui chantent en s'amusant l'hymne à la gloire du FLN, elles ont entre 7 et 8 ans. Dans ce village, perdu dans les montagnes et les forêts, une katiba stationne. Les soldats, habillés d'uniformes français, coiffés de la casquette Bijard, n'ont pas tiré un coup de feu depuis 1 mois. Mais depuis 1 mois, ils s'entraînent. Un peu plus loin, dans la forêt, le colonel Akli Mohamed Ouelhadj, le successeur d'Amirouche, l'homme qui règne sur la Wilaya 3 depuis mars 1959. Pour les musulmans, il est le chef de guerre le plus prestigieux. Pour la première fois de sa vie, il voyait un journaliste et un micro. Si des gens de l'OAS venaient en Kabylie, est-ce que vous les attaqueriez directement ? Est-ce que vous feriez votre police vous-même ? Ou est-ce que vous demanderiez à l'armée française d'arrêter les gens de l'OAS ? Les gens de l'OAS dépendent de l'armée française. Mais si l'armée française n'est pas à bout de cette OAS, nous sommes prêts à tout moment de combattre l'OAS. La guerre n'est pas terminée. Tant que l'indépendance n'est pas acquise. Notre guerre n'est pas contre la France. Notre guerre est contre le colonialisme. Une tâche pour le drapeau, c'est tout. On l'a mis bien haut le drapeau, hein. Il est tout petit là-haut. Ça nous a servi une potion et elle nous l'a donné petit à petit. Ils sont plus forts que nous. Mais nous, jusqu'à la mort, vous entendez, monsieur, tous ici, nous luttons avec les Arabes, hein. Avec les Arabes, jusqu'à la mort, vous entendez. Madame, vous valez 1000 hommes, madame. Je ne sais pas si je suis un homme ou une femme, mais jusqu'à la mort. J'ai 3 fils. Et je les donne pour la cause. Sentimentalement, vous êtes pour l'Algérie française ? Nous sommes tous algériens, j'aime mon café, j'aime l'endroit où je me trouve. Je me trouve très bien ici, en Kabylie. Dans ce village, en 1954, il y avait 164 Européens. Il en reste aujourd'hui 3. Est-ce que vous faites partie sentimentalement ou effectivement de l'OAS ? À bloc. Complètement ? Complètement, oui. Et s'il fallait combattre, eh ben on combattrait pour que l'Algérie ne soit pas française, mais que l'Algérie soit dirigée et gouvernée par des Français, qu'il y ait des Français dans le gouvernement du GPRA. Le 20 avril, le général Salan, le chef de l'organisation de l'armée secrète, est arrêté à Alger. L'arrestation de Salan a fait une énorme impression.
À l'échelon des dirigeants FLN, cela s'appelle de la satisfaction, à l'échelon du militant, de la joie. Cette fois, ça y est, m'a dit l'un d'eux, l'OAS ne se relèvera pas, elle est touchée au cœur et à la tête. Certes, les nationalistes algériens ne s'attendent pas à voir les attentats et les exactions de toutes sortes cesser d'un jour à l'autre. Mais ils pensent que le moral de l'OAS va être durement atteint et nombre d'entre eux estiment que la phase la plus cruciale devrait maintenant être passée. Il est 10h moins le quart en face de la prison de la Santé. Une cinquantaine de jeunes manifestants crient Algérie française. Plusieurs voitures de police, des motards, des 403 de la gendarmerie, une quarantaine de voitures environ composent le cortège. Il a été impossible de déterminer dans quelle voiture se trouvait l'ex-général Salan. Une contre-manifestation s'est spontanément créée à l'angle du boulevard Arago et de la rue de la Santé. Le fascisme ne passera pas. Et Delphine Renard, assassin de Delphine Renard, tuer des enfants. Voilà ce que vous êtes bons. Des assassins. Vive l'Algérie algérienne. Non, française. Toujours. Française. Les Français d'Algérie quittent par centaines leur ville, leur maison. Ils partent en métropole, là où souvent personne ne les attend. Amer, en colère, Eugène Sacomano leur tend son micro. Monsieur, vous rentrez d'Algérie? Non, pas moi, mon vieux, marche pas. Monsieur, vous rentrez d'Algérie maintenant? J'ai absolument rien à dire. Vous rentrez définitivement en France? Il vaut mieux que je vous réponde pas parce que je serai certainement désagréable pour les Français. Vous pensez que les Français ne seront pas accueillants pour vous? Je m'en fous des Français. J'en suis un. On part comme des réfugiés, deux valises chacun, une chaque bras, et puis le plus possible de bagages sur le dos. C'est honteux même. Pourquoi? On est parqués comme des bêtes. On dit que les gens abandonnent leur voiture près de l'aéroport, c'est vrai? Oui. Ils mettent le feu parce qu'on leur met, on leur prend leurs autos, alors ils mettent le feu. Et quel est le climat pour les Européens à ce moment à Alger? Désolant, nous abandonnons tous, nous désespérés. Sur Europe numéro 1, Maurice Siegel fait appel à la solidarité des auditeurs. 1000. Et le bateau qui leur a fait traverser la Méditerranée s'appelait El Jezaïr, en français l'Alger. Dans le temps où ces 1000 Européens réfugiés arrivaient en métropole, les attentats à Alger faisaient 10 victimes, des musulmans, des Européens. Dans le même temps où les 1000 arrivaient et les 10 mouraient, je recevais 20 lettres, elles viennent de Meurthe-et-Moselle, de Charente-Maritime, d'Ille-et-Vilaine, de Seine-et-Marne ou de Paris. Tous les appels téléphoniques que j'ai reçus depuis plusieurs semaines disent une chose, une seule chose. Vous, Europe numéro 1, qui avez fait tant pour les victimes de Budapest ou les cœurs d'enfants, vous, Europe numéro 1, faites quelque chose. Tentez de soulager les victimes de la grande misère d'Algérie. Ce soir, c'est décidé. C'est pourquoi je vous parle. D'ici quelques jours, très peu de jours, nous en prenons l'engagement auprès de vous qui nous avez écrit, et grâce à vous, sans quoi nous ne pourrions rien faire, nous allons vous demander d'essayer de soulager avec nous les victimes de la grande misère d'Algérie. Je compte sur vous, à bientôt. Le 17 juin 1962, un cessez-le-feu finit par être négocié entre l'OAS et le FLN. C'est l'accord. Accord sans le dire et ratifié verbalement par M. Mostefaï, membre FLN de l'exécutif provisoire. Accord en le disant tout à l'heure par Jean-Jacques Suzini dans l'émission Pirate de l'OAS. Tous les Européens que j'ai vus attendaient avec optimisme, mais attendaient quand même l'émission Pirate de ce soir pour se faire une opinion définitive. Il reste que tout cela reste subordonné à l'arrêt des attentats. Tous les commandos obéiront-ils? Beaucoup sont partis en France ou en Europe. Ceux qui restent préparent leur départ, mais obéiront-ils? Le haut commandement de l'armée secrète communique pour le renard des sables et pour Fenech à Flaminaire. Les briquets ne doivent pas être allumés ce soir. Je répète, les briquets ne doivent pas être allumés ce soir. Il y a 20 heures qu'Alger, c'est ça. C'est tout ce bruit, même au pied de notre bureau. Toute cette excitation, toute cette joie, et ça va durer sans doute encore toute la journée et toute la nuit. Le point culminant de la journée, ce sera en fin d'après-midi, l'arrivée de M. Benreda dans les rues d'Alger, qui ne désemplissent pas. La Commission centrale de contrôle du référendum constate qu'à la question « Voulez-vous que l'Algérie devienne un État indépendant, coopérant avec la France, dans les conditions définies des déclarations du 19 mars 1962 », les électeurs ont répondu affirmativement à la majorité ci-dessus indiquée. 500 000, 600 000 personnes peut-être n'ont pas attendu la déclaration d'aujourd'hui pour fêter cette indépendance. La Casbah, le clos Salambier, n'a pas dormi. Sous les lampions et les guirlandes dans les rues étroites,
200 000 personnes peut-être encore, les traits tirés, les yeux cernés, s'aspergent de parfums, dansent au son de slogans qu'ils chantent eux-mêmes. C'est à la fois le carnaval de Rio, le 13 mai, le 14 juillet. De tout cela, la politique est bien éloignée et ce n'est que de la joie pure. Pendant toute la nuit, place du gouvernement et dans les rues du centre, les cortèges dansaient sur place en criant et en chantant sans arrêt « Allaham Yahya Shuhada », gloire à nos morts. Les you-you des femmes voilées, les enfants musulmans déguisés en parachutistes avec des petites mitraillettes en bois, les soldats, une population tout entière en voiture, à cheval, sur des camions, j'ai compté jusqu'à 18 personnes sur une 4 chevaux, n'a pas encore fini de hurler « Algérie FLN ». Dans le centre, les Européens muets, un peu hébétés, regardent sans les commenter les petits cortèges bruyants défiler rue d'Isly. À Alger, c'est déjà la grande fête de l'indépendance, c'est déjà, en ce soir du 2 juillet, la vraie passation des pouvoirs dans la rue. Les rares soldats français qui circulent sont en tenue de sortie et sans armes, et les policiers regardent d'un œil indifférent les voitures musulmanes emprunter les sens interdits. Ici, René Duval qui vous parlait d'Alger, Europe numéro 1. L'entrée à la préfecture d'Alger, Monsieur Benreda du haut du perron salue de la main. Ailleurs, dans Alger, c'est toujours la fête de l'indépendance, avec ces jeunes gens en chemise blanche qui marchent au pas en chantant dans le centre même de la ville, sous l'œil étonné et curieux des Européens. À Alger, les violences ont effectivement cessé, mais à Oran, elles vont continuer jusqu'à l'indépendance. Le 5 juillet 1962, Alain Jérôme est témoin du massacre de centaines d'Européens dans la ville. Je vois des Européens abrités derrière les portes qui regardent, mais il est très difficile de voir d'où viennent les coups de feu qui partent de tous les côtés. Il est maintenant 1h moins le quart environ, le tir continue. Rassemble dans mathématiques, pistolet, fusil. Un hélicoptère a commencé à survoler la ville maintenant. Il descend en rase-motte au-dessus des toits, tandis que la fusillade, vous l'entendez, continue. Juillet 1962, c'est la fin de la guerre, mais d'autres batailles ne tarderont pas à s'ouvrir. Celle des harkis, exclus en France, bannis en Algérie, celle de la reconnaissance des tortures, des massacres, des drames de cette guerre, pour réconcilier les mémoires des deux côtés de la Méditerranée. Mais le 5 juillet 1962, l'heure est encore à la fête. Pour la première fois, l'Algérie hisse son drapeau, l'Algérie est indépendante. Qu'est-ce que c'est la musique que nous entendons en ce moment? C'est l'rythme algérien. Ça fait longtemps qu'elle est dans le quartier de la Goutte d'Or? Non, pas longtemps. Elle y était avant, mais pas dans les cafés. Et maintenant, on peut mettre 20 francs dans le jukebox et entendre l'hymne national algérien. Oui, c'est ça, oui. Ici Alger, Europe numéro 1, produit et réalisé par le service patrimoine sonore d'Europe 1, Pauline Jacot et Sébastien Guidis. Remerciements, Archives Europe 1, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Benoît Muckensturm, Pauline Jacot, la production d'Europe 1 dirigée par Xavier Joly, Benoît Valentin. Retrouvez tous les épisodes d'Ici Alger, Europe numéro 1 sur europe1.fr, l'appli Europe 1 et toutes vos plateformes d'écoute.